Radio Nova, la dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova et bienvenue dans la dernière en direct et en public de la Halle au Grain à Toulouse. Et oui, vous nous entendez, nous sommes le dimanche 9 novembre 2025, c'est l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Est-ce qu'il y a des communistes dans la salle? Oui. Oh là là, il y en a toujours 2 ou 3 qui s'accrochent, on vous embrasse. Le groupe Lénine et Chocolatine. 9 novembre, c'est également l'anniversaire de Raphaël Enthoven. Eh oui, non, ah là là, vous êtes antisémite. Voilà, c'est réglé. C'est également le 9 novembre 2025 que le TFC a remporté un match de football. C'est faux, c'est faux, c'est faux, un partout contre l'Orient. Il pédale tellement dans la choucroute qu'il pourrait faire Masterchef en Alsace. Elle aurait pu présenter la Villa des Cœurs Brisés ou les Stéphanois à Cancun. Juliette Arnaud est avec nous. Bonsoir. Ça va, Juliette? Ça va très bien, Guillaume. C'est vrai? Oui. À fond? Oui. Incroyable. Attendez, parce que je suis hyper content de mon lancement, mon prochain lancement. Le futur présentateur de L'amour est dans Longpré. Wow. Émeric Longpré, là. J'ai bossé. J'ai compris la blague. Vous avez la rêve? Incroyable. Pas mal. Et enfin, le plus grand fan de Questions pour un grognon, Pierre-Emmanuel Barré est avec nous aussi. C'est un florilège. Et nous rejoindrons pendant l'émission Florence Mendes Douli et Tania Louis. Allez, là je crois qu'on est bien parti. On est bien parti cette année, vous le savez, on répond à vos questions. Vous nous les posez chaque semaine sur l'adresse mail que je rappelle, ladernière@radionova.com. On y va, Oui, Pierre-Emmanuel. on commence avec une question d'Estelle. Bonjour à toute l'équipe. Est-ce que Émeric est célibataire? C'est pour une amie. Estelle, j'ai une bonne nouvelle. Émeric est célibataire. Toutes les 2 heures. Les 2 heures suivantes, il est à nouveau en couple et puis il est à nouveau célibataire. Il suffit à votre ami de tomber sur un bon créneau ou d'être prête à patienter pendant 2 heures. Parfait, la question d'Olive et Louison. Bonjour l'équipe, lors d'une discussion sur les règles avec notre fils de 10 ans, ce dernier s'est indigné que les protections hygiéniques ne soient pas gratuites. Notre fils est-il woke? Alors oui, je vais répondre oui. Alors là, ça c'est un virus très très grave dont les symptômes physiques sont bien connus. Nous, par exemple, on a un ami très proche qui a fait une école de commerce du côté de Lille, qui avait donc une doudoune sans manches et qui est désormais chroniqueur sur Nova, qui met du vernis à ongles et des t-shirts féministes. Il essaye de compenser avec des faux cheveux, mais ça craint vraiment une maladie assez grave. C'est le pauvre, c'est qui? Ouais, un des symptômes, c'est l'amnésie aussi. Ah oui, l'amnésie, je suis allé en vacances. Allez, on enchaîne. On va passer à la question de Timothée. J'ai terriblement besoin de votre aide pour trouver un déguisement lors d'une soirée à laquelle je suis invité. Le thème est espèce en voie de disparition. Oh bah alors là c'est facile, Timothée. Il y a 2 possibilités. Soit le déguisement prime de Noël. Là c'est vraiment facile, tu t'habilles en pauvre. Regarde pas Émeric, c'est un faux pauvre. Et tu te fais une cravate en bolduc. Plus onéreux, le costume de Patrick Balkany. La cour d'appel vient de lui rappeler que oui, il est toujours inéligible. C'est facile aussi, cigare 3 pièces, costume 3 pièces, bracelet électronique, plus un camarade d'origine asiatique, histoire de bien rigoler. Une question de Pierre à présent. Bonsoir, pourquoi ne pas avoir pris ma question posée il y a 1 mois? Voilà, question suivante. Allez, on enchaîne avec une question d'Arsène. Je suis enseignant en maternelle et pour remettre les cadeaux aux élèves, on m'a demandé de trouver une personne pour faire le Père Noël. Qui me conseillez-vous? Eh bien, mon cher Arsène, pour ce poste essentiel de Père Noël, il vous faut quelqu'un de barbu, avec un petit bidon et qui adore faire sauter les enfants sur ses genoux. Je vous conseille donc Émeric, mais avec un slip. Allez, pour oublier cette image, on enchaîne. Oui, C'est vrai que c'est un peu ta fête. Là. Ouais. Ça fait plaisir. on enchaîne avec la question de Pablo qui a 15 ans. Oh alors les vieux, elle est prévue pour quand la révolution? Alors déjà, un autre ton, Pablo, s'il te plaît. Moi, j'ai plus d'acné depuis 35 ans et mon bac, je l'ai. Comment tu veux qu'on sache, Pablo, c'est quand la révolution? Vu que c'est pas nous qui allons nous en charger, c'est la Gen Z. Voilà, Gen A, la tienne de génération, moi à la rigueur. Pendant la Révolution, je gueulerai des trucs comme « Faites-moi bouillir de l'eau et apportez-moi du linge propre !» Voilà, et ça sera la fin de ma participation. Les vieux, Pablo, ça ne fait pas la guerre, ça ne fait pas la Révolution, ça ne fait pas les concours de beauté. Autrement que dans le jury. Pablo, c'est ton taf, vas-y, prends de l'avance, m'attends pas. Allez, passons à la question de Marjorie. En vrai, il passe combien de temps à écrire ses chroniques, Émeric? Ah, dis donc, aujourd'hui. Je vais répondre, Oui, car je suis le mieux placé pour répondre. À Marjorie, rappelons-le, qui est un prénom très désagréable.
Marjorie, je sens dans ta question une pointe d'ironie. Mais sache qu'en moyenne, je passe 16 heures sur chaque paragraphe de mes chroniques. Celles-ci sont ciselées comme un fromage tailleré son bleu. Certaines de mes chroniques ont même... Certaines de mes chroniques ont même été travaillées durant des années. Par exemple, celle de ce soir, ça fait 7 ans que je la peaufine. Comme un potier travaillerait son vase en poterie. Je l'ai écrit depuis 1992. On parlera de ma varicelle. Bien. Clémentine nous écrit... Oui, bonjour à vous. Serait-il possible qu'Aymeric, décidément, serait-il possible qu'Aymeric nous apprenne quelque chose sur Toulouse que même Toulouse ne sait pas? Ouais. Attendez. Alors, t'as pas bossé? Pas bossé, là. Alors, moi, j'ai une petite technique quand t'es un petit peu emmerdé par une question comme ça. Oui. Qu'est-ce que t'as... Attention, il y a des filles voilées à l'Assemblée nationale. Ça marche bien. Voilà, ça marche pas de ouf parce que c'est une salle d'islamo-gauchiste. Attendez, autre astuce. Tu connais la 69? Le club échangiste? Non. Non, c'est une autoroute. Non, c'est une autoroute. L'autoroute, eh ben, figurez-vous, j'ai regardé. Eh ben, c'est pas si mal que ça comme projet. Non. Eh ben, juste, non. Détrompez-vous, ça permet vachement de gagner du temps. C'est super. Voilà, tu vois, là, ils ont oublié complètement la question. Vous êtes des grosses quiches au rugby. Et voilà. Et on a oublié. Et on a noyé. Pour finir, Oui. la question d'Elsa. Elsa. Je fais des ménages chez des personnes très riches et ostensiblement de droite. Et pourtant, je suis tombée nez à nez avec un des livres de Guillaume Meurice sur leur table de nuit. Comment expliquer ce paradoxe? Elsa, je comprends votre étonnement, mais je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert. C'est même un signe d'intelligence que de lire des œuvres de gens pour qui on a peu d'estime. C'est pourquoi j'ai moi-même un livre de Guillaume Meurice sur ma table de nuit. Voilà, merci de ne pas applaudir. Dernière question. Attendez, non, c'est pas obligatoire. Parce qu'après, vous l'encouragez. Dernière question qui nous vient du MEDEF. Je vous déteste, mais je voudrais profiter de votre audience pour vendre ma camelote. Jouable ou pas? Évidemment, c'est maintenant. C'est la publicité. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Il est 18h14 et nous sommes à Toulouse. C'est le moment de recevoir notre invitée du jour. Elle est titulaire d'un doctorat obtenu à l'université Paul Sabatier. Sa thèse portait sur l'organisation spatio-temporelle des déplacements collectifs chez les fourmis. Elle est directrice de recherche au CNRS, éthologue, mais aussi spécialiste des organismes unicellulaires, tels que Physarum polycéphalum, dit le blob. Audrey Dussutour est avec nous. Salut Audrey. Salut. Et bienvenue parmi nous. Bienvenue chez toi. Bienvenue dans ta ville. J'ai bien dit là, mais je me suis un peu mis la pression sur Physarum polycéphalum. C'est parfait. Ok, j'ai bossé toute la semaine. Bienvenue, en tout cas, on est très heureux de te recevoir. On a plein de choses, plein de sujets à évoquer avec toi. Nous, on aime bien commencer l'émission en se demandant comment t'es arrivé là. Voilà, comment, à un moment donné, tu t'es dit... prenons d'ailleurs cette thèse sur les fourmis. On va commencer par là. Comment t'as commencé à t'intéresser aux fourmis? Comment tu t'es dit que c'était un objet d'étude? Alors, c'est arrivé très tardivement. Il y a beaucoup de scientifiques qui vont dire « Ah, je collectionnais des fourmis depuis tout petit. » C'est pas du tout le cas. Non, c'est pas du tout le cas. Moi, je viens de l'Aveyron. Je viens d'un tout petit village. Hey. Ah, et le lobby aveyronais est là, bien. Classe unique, fille d'ouvrier, pur produit du Crous. Et donc, j'aimais bien l'université. Donc, je suis restée longtemps et on ne m'a pas virée. Donc, je suis restée, j'ai fait un master et j'ai rencontré un prof assez exceptionnel qui faisait du comportement animal. Ça s'appelle de l'éthologie. L'éthologie, ouais, c'est ça. Et je me suis dit, waouh, on peut être payé pour étudier le comportement des animaux, c'est extraordinaire. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Ouais. Et j'ai commencé d'abord par travailler sur des souris, puis j'étais allergique, puis après j'ai travaillé sur les abeilles, puis j'étais allergique. C'est vrai? Et c'est comme ça que je suis arrivée sur les fourmis. Donc c'était pas par un amour démesuré. Un peu par pour les défaut, fourmis. quoi. Ouais, tu t'es dit quelle est la bestiole qui me reste. Mais c'est C'est comme ça. ça qu'on a choisi Aymeric. Hein. C'est vrai que c'est une bonne méthode, ça fonctionne. Hein, ça fait des belles choses. J'en ai marre. Et moi, C'est du Oui, harcèlement. Juliette. je t'ai écouté dans un podcast où tu racontais que quand tu étais petite, donc tu vivais à la campagne, classe unique, tout ça, tout petit endroit, et tu regardais pas mal, enfin, tu étais pas mal sur les animaux déjà. Ouais. Et
Il paraît que tu as eu la chance, tu vas réaliser mon fantasme, tu as eu des chèvres naines. Oui, on avait. Tu t'attendais pas à ce genre de questions, mais ouais. Je crois qu'on dit des chefs de petite taille. Hein. Qu'est-ce qu'il est woke? On est woke. Il est woke. Ouais, on a eu une petite chèvre qui s'appelait Musique parce que mon papa, il en avait marre de tondre la pelouse. Et donc, il s'est dit, si on mettait une chèvre, ce serait pas mal. Mais elle a plutôt tondu les rosiers. Ah. Donc ensuite, on a eu 2 petites brebis qu'on a toujours. Et t'es pas allergique? Non, ça non. Et ces fourmis, revenons quand même sur les fourmis, parce que moi ça m'intéresse. C'est vraiment mieux les fourmis qu'une chèvre naine? Bah, c'est Ouais. un peu plus petit, C'est c'est plus la même petit, taille. ça rentre dans une boîte. C'est pratique. Et qu'est-ce que tu as découvert d'incroyable sur ces bestioles? Alors oui, j'ai été payée pendant 3 ans pour étudier s'il y avait des embouteillages chez les fourmis. Et la réponse, il n'y en a pas. Mais ils n'ont pas de voiture. Fallait nous demander, Audrey. Ah ouais, c'est facile, 3 ans. Avec l'argent public. Bravo. Avec nos impôts. Mais comment ça s'étudie? Est-ce que du coup tu recrées des conditions? Parce que c'est galère quand même à. Ah non, mais c'est ce genre super d'animal. galère. Moi, j'ai compté des millions de fourmis pendant toute ma thèse. Donc, en fait, j'ai des colonies de fourmis dans mon laboratoire. Et je les connecte avec des petites autoroutes à des sources de nourriture. Et donc, je les fais se déplacer, quoi. Et j'augmentais la densité. Et elles trouvaient toujours des solutions. Parce que, en fait, les fourmis, ça fonctionne pas comme nous. C'est pas hiérarchisé. C'est pas un système pyramidal. Et c'est un système qu'on appelle auto-organisé. Donc, l'intelligence, elle est collective chez les fourmis. Et donc, le fait. Ça plaît, ouais. Et le fait qu'il n'y ait pas de règles, ben, ça marche mieux. Mais attends, tu es en train de dire que c'est une sorte. Oh, on est en train de trouver des solutions, j'ai l'impression. On est en train de faire une convention citoyenne. Mais tu veux dire que c'est l'anarchie, Ouais. littéralement? Ah, si on devait rapprocher un fonctionnement, ce serait celui d'une ZAD ou de Nuit debout. Donc D'accord. c'est vraiment, en fait, les fourmis, elles travaillent en fonction de leur seuil de réponse. Donc c'est un petit peu comme dans une colocation, quand vous avez des gens qui font toujours le ménage et d'autres qui le font jamais. C'est parce que les seuils de réponse entre les personnes sont différents. Et donc celui qui supporte pas qu'il y a une tasse qui traîne sur la table, va de suite la ramasser. Ah Celui ouais. qui s'en fout, il la ramasse pas. Et chez les fourmis, c'est pareil. Donc il y a des fourmis qui ont des seuils de réponse aux soins aux larves qui sont plus élevés. Mais il y a une d'autres- grosse charge mentale chez certaines fourmis, du coup. Alors, il y a des fourmis qui ne font rien du tout parce C'est vrai qu'elles ont des seuils de réponse qui sont très élevés pour toutes les tâches. Mais c'est génial, elles font quoi alors si Elles elles font font rien. Elles Non, chillent, mais pas c'est-à-dire, TikTok. elles sont sur Elles le chillent, dos. vraiment. Elles sont, en fait, quand on creuse des nids de fourmis dans la nature, elles font rien du tout. Elles sont immobiles comme ça. Elles sont grosses comme des loukoums comme ça. Et en fait, elles sont remplies de graisse. Et elles sont sollicitées quand il y a besoin. C'est-à-dire que quand, par exemple, je sais pas, des fourrageuses, donc les récolteuses, se font massacrer dehors, eh ben, elles vont là se mettre à travailler. Mais sinon, elles restent là, elles sont nourries, logées, blanchies, ça gêne personne. Et c'est en fait hyper efficace d'avoir des fourmis qui font rien parce que, entre guillemets, entre l'œuf et la fourmi adulte, il se passe 1 mois, donc c'est énormément de temps. Donc c'est mieux d'avoir des fourmis déjà faites et qu'on puisse les solliciter quand on a besoin. Donc elles sont nourries, blanchies. Et ça pose de problème à personne. Donc il y a pas, ouais, on dirait un peu une société idéale. En tout cas, elles fonctionnent super bien. Elle fonctionne super bien, mais qu'est-ce qu'on sait de leur état émotionnel Ah, en tant qu'éthologue? l'état émotionnel. En tout cas, Est-ce qu'elle touche des aides sociales? non. On y reviendra. Mais Bah, quand si. on y pense, on a 180 millions d'années d'évolution. Elles sont toujours là. Elles se sont énormément diversifiées. On a 15 000 espèces différentes, donc ça marche. Ok, non, j'espère que le gouvernement nous écoute. On va également aussi revenir sur tes recherches sur une créature assez incroyable. Je ne sais même pas comment la nommer. On appelle ça le blob, je l'ai dit tout à l'heure. Mais on ne sait toujours pas si c'est un champignon, un animal, un végétal. Où est-ce qu'on classe ce genre de choses et comment ça fonctionne? C'est tout à fait passionnant. Alors un blob, on commence par dire ce qu'il n'est pas, Ouais. parce que les gens ne savent pas tous les règnes du vivant qui existent. En fait, on connaît dans le grand public 1/3 de la biodiversité, les champignons, les animaux, les plantes, les bactéries. Et ensuite, il y a 7 règnes que les gens ne connaissent pas du tout, et dont un règne qui s'appelle les amibozoaires, qui est un règne qui est cousin des animaux et des champignons. Ouais. Ouais, là, c'est Chaud. pour un mec, c'est compliqué. Prends des notes. On a des ancêtres communs avec les champignons, voilà. Et au-dessus encore, il y a les amibozoaires, donc le blob. C'est pour ça que ça ressemble à la fois aux champignons et aux animaux. Concrètement, ça ressemble, pour les gens qui n'ont pas vu, puis en plus on est à la radio, ça ressemble à une sorte de lichen. Ouais, une omelette, des œufs brouillés. C'est Attendez, jaune. parce que ça va un peu vite là, je peux pas tout marquer. Omelette, ça devrait te parler, Émeric. Ouais. Là, je me suis arrêté à champignons. Et ça a de la mémoire, tu me dis si je me trompe pas, mais ça a de la mémoire, pourtant ça n'a pas de cerveau. C'est ça.
C'est unicellulaire? C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut le couper et il meurt pas? Non. On peut le mettre au frigo, il nous en veut pas. On peut le congeler, il ressort du congélo, il reprend sa vie. Il peut même rajeunir. Ouais. Et il a 720 types sexuels. Ah, ça nous a intéressé. Moi, c'est là où Alors ça, c'est là où j'ai oui. bugué, parce que je me suis dit, mais pourquoi? À quoi ça sert d'en avoir 720? T'es vraiment pas woke, hein, Juju. Ouais, parce que la réponse est pourquoi pas. En réalité, dans les autres règnes qu'on ne connaît pas, il n'y a pas deux types sexuels comme chez nous. Il y a des organismes, par exemple, qui le tirent au hasard au moment de l'accouplement. Ils en ont 7 et ils le tirent au hasard. Donc, par exemple, ils se rencontrent et puis là, ils tirent au hasard. Et s'ils ont le même, ils font, oh, ben, tant pis, ils repartent. Puis s'ils n'ont pas le même, c'est bon, ils peuvent se reproduire. Et donc, en fait, le blob 720 types sexuels, il est petit joueur parce que chez certains champignons, il y a 23 000 types sexuels. Oh, attends. Donc, en fait, nous, on a une vision très binaire en fait, de la sexualité parce qu'on se focalise sur les animaux et les plantes, mais il y a plein d'autres règnes où c'est pas du tout comme ça. Et donc oui, le blob, il a 720 types sexuels. Et donc, quand il se reproduit, il faut que les deux gamètes, donc les deux cellules sexuelles, elles aient un type sexuel différent pour fusionner. Il a quand même pas mal de chances que ça marche. Et comment tu es tombé sur cette, je sais pas comment dire, créature? Par hasard. Je n'ai pas cherché à C'est quelque chose qu'on peut travailler. trouver en France. Oui, bien c'est sûr. assez commun, ouais. C'est pas quelque chose de... Non, c'est quand je travaillais en Australie, mon superviseur, qui est un spécialiste de la nutrition, il voulait étudier en fait la nutrition chez un organisme très simple. Et donc, on s'est dit, on va travailler sur le blob parce qu'il n'y a pas plus simple, il n'y a pas de système nerveux. Mais l'avantage, c'est que c'est une très grosse cellule. Parce qu'habituellement, une cellule, ça fait 100 microns, on ne la voit pas à l'œil nu. Et là, on a une cellule qui peut faire plus de 10 mètres carrés. Donc, pratique pour faire des grandes expériences de cafétéria. Ouais. Et donc, on a découvert que c'est un génie de la nutrition. Et ensuite, je me suis dit, il est quand même super, cet organisme. Et comme je travaille dans un laboratoire de neurosciences, qui travaille sur l'apprentissage, je me suis dit, il n'a pas de cerveau, mais on ne sait pas, quoi. On peut vivre très bien sans cerveau. Hein. Et donc, on était les premiers à démontrer qu'on peut apprendre et mémoriser sans cerveau. Incroyable. Et je conseille ton livre, parce que tu en as fait un livre qui s'appelle « Moi, le blob », si vous voulez tout savoir sur l'état actuel, en tout cas, de la recherche scientifique sur le blob. Merci. Reste avec nous, Audrey. On se retrouve dans quelques minutes. Bien sûr qu'on peut t'applaudir. On va se faire une petite pause musicale. On va rester dans le thème parce que c'est moi qui ai fait la programmation aujourd'hui. On va choisir d'écouter Yuki, la petite fourmi de Chantal Goya. Et non, Et tu sais pourquoi, Guillaume? Je me doute. Parce que cette chanson, elle n'existe pas. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien dommage, sans doute. Heureusement, à la place, je vous propose l'hymne de 2008 de MGMT, Time to Pretend. Pourquoi? Parce que dans ce titre, outre le refrain « Nous sommes condamnés à faire semblant » qui me parle, il y a cette petite phrase qui me rappelle Audrey Dussutour, je regretterai les terrains de jeu, les animaux et déterrer les vers. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré et notre invitée, Audrey Dussutour, chercheuse au CNRS. Et elle aussi, elle est chercheuse. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle recherche, mais ce qu'elle trouve fait d'excellentes chroniques. C'est Douli! Est-ce que je vous kiffe le petit cul tout ça. Il y a un an, jour pour jour, je me vautrais la gueule dans les marches de la Halle au Grain, donc ça fait plaisir d'être très contente d'être là. Enfin, 10 heures de trajet pour 4 minutes d'antenne, c'est pas... Bref, on s'en fout. Alors moi, je suis dans l'émission qu'une fois par mois, mais ça me va très bien. Non, je pourrais pas plus. À chaque fois, je me sens tellement teubée à côté de l'invité. Je jure, je supporterais pas de vivre ça tous les dimanches. Non, mais c'est vrai, chaque semaine, vous êtes là, vous abordez des sujets profonds, vous échangez sur la politique, la société, l'histoire. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être un ado dans un repas de famille. Je comprends rien, mais rien. Heureusement que je suis pas là sur toute l'émission. À un moment, c'est sûr, je dirais à Guillaume, je peux sortir de table, mon Guigui. Je crois que dans le jeu de la vie, j'ai pas encore atteint le niveau adulte. Voilà, j'ai pas mûri, j'ai juste grandi. Maintenant, je peux acheter mes bonbons avec une carte bleue, quoi, tu vois. Et oh, c'est de l'argent public quand même. Voilà, ça, je ne le dirai jamais, par exemple. Je n'aurai jamais de notification de Libé ou du Monde diplomatique sur mon téléphone. Moi, quand j'ai des notifications, c'est Snapchat. Et en général, c'est pas pour m'annoncer les prochaines municipales. J'ai des potes qui font des métiers, ça fait 15 ans, je suis incapable de te dire ce qu'ils font. Je ne comprends rien.
rien. Quand je les entends dire j'ai fait une levée de fonds pour ma boîte, c'est très flou. Moi, j'imagine des gars en train de surélever un plancher, quoi. Compte en Suisse, ça fait pas très longtemps que j'ai appris que c'était en 3 mots. Compte en Suisse, moi je croyais que c'était comme contentieux, en un mot. Michel Noyer avait des comptes en Suisse. Ils le disent toujours hyper rapidement en plus. Il a des comptes en Suisse. Je me disais, oui, bon, bah, il a fait de la merde, quoi. Douli, tu savais que Sylvain avait un compte en Suisse? Mais non, j'espère pour lui que ça va s'arranger. Je vous cache pas que quand il y a un trivial poursuite, les gens se battent pas pour m'avoir dans leur équipe. Non. Non mais c'est que ça pile. Je suis pas la seule à avoir eu l'image d'une tub avec des Duracell dedans, non? C'est pareil, commissaire-priseur, clerc de notaire, tout ça, on me l'a dit 600 fois, j'oublie à chaque fois ce que ça veut dire. Usufruitier? Ah ouais, faut l'arroser tous les combien? Vous me paraphérez le duplicata, Douli? Mais bien évidemment. Ben, c'est comme le premier degré, tu vois, pour moi c'est compliqué, c'est trop sérieux, je veux pas. Si je te dis je pourrais mourir pour un burger, tu peux pas me répondre premier degré. Ben non, si t'es mort, tu pourras pas le manger, le burger. Mais vous êtes qui en fait? C'est quoi votre délire? Vous niquez tout à chaque fois, c'est chiant. Il y a pas très longtemps, j'étais sur un tournage où on était hyper nombreux. Et je me dis, il y a une comédienne, ça fait 3 jours, je lui ai pas encore parlé, ça craint, faut que je fasse un move. Arrive un moment où je me fais maquiller en même temps qu'elle, je me dis, c'est maintenant. Et ce jour-là, il y avait une énorme fontaine de chocolat derrière nous, immense, mais vraiment trop de chocolat, quoi. Tu regardes la fontaine 15 secondes, t'as une carie. Et là, je lui dis, putain, j'espère qu'on aura assez à manger pour la journée. Elle se retourne vers la fontaine, elle me dit, bah oui. Wow, premier degré. Ah bah à ce moment-là, tu sais que la relation va s'arrêter là. Et elle s'est arrêtée là. Alors aujourd'hui, la meuf a un César et moi, je fais 10 heures de TGV pour vous raconter cette histoire, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que si tu prends tout au premier degré, ça veut dire que tu joues plus jamais. Et ça y est, t'as décidé que ça y est, il n'y a plus de blagues, il n'y a plus rien de drôle. Je te jure, il y en a, on dirait leur jeunesse, elle a duré 2 mois. Un jour, j'ai pris une loupe dans l'appart d'un pote. Bon, déjà, il a une loupe. Et j'ai fait semblant de chercher un truc. Il me dit, tu fais quoi? Je lui dis, je cherche désespérément ton âme d'enfant, Ludovic. Il était vexé. Et il me fait, pourquoi tu dis ça? Tu viens de dire à ta meuf, n'oublie pas, lundi en 8, on a la soirée d'Arty Plus. C'est très très grave. T'as touché le fond, Ludo. Quand tu vas à une soirée d'Arty Plus et que tu dis lundi en 8, t'es foutu, mec. Je suis sûre que tu dis aussi, on va à la pistoche. C'est un truc de yeuve avec tes lunettes sur la tête et le persil qui dépasse. Je dois te sortir de là, Ludo. Mais c'est fou, les seuls adultes qui continuent à jouer officiellement, c'est des mecs qui se déguisent en elfes ou en gobelins et qui partent en forêt. Pourquoi les 2 seules options, c'est être sérieux ou être puceau? Alors, attention, j'aime bien jouer et tout ça, mais ça ne veut pas dire que je suis complètement naïve non plus. Ah, non, 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 moi j'ai perdu mon innocence à 5 ans. Oui, le jour où j'ai vu ma mère manger le gâteau et boire le lait que j'avais laissé pour le Père Noël. Donc, je suis pas neuneu. Je sais très bien que la vie, c'est un square avec un exibo et un craquette derrière chaque arbre. Mais ça m'empêche pas de profiter du toboggan de temps en temps, quoi. C'est ça l'idée. Bref, voilà mes petits culs. Je crois que je serai jamais un adulte. Guigui? Oui. T'as une assurance vie? Oui. Voilà, je le savais. Prenez soin de vous, mes petits culs. Douli. Merci beaucoup, Douli. Donc on peut retrouver le spectacle sur Canal+ le 13 décembre. Merci d'avoir été avec nous, Doudou. Merci, chérie. Merci à tous, vous êtes extraordinaires. On est toujours avec Audrey Dussutour. Et on a parlé légèrement, un petit peu succinctement de fourmis et de blobs, mais on va s'attaquer à un autre gros dossier avec un livre que tu viens de sortir qui s'appelle « Les champignons de l'apocalypse ». J'ai vraiment envie de prononcer ça comme ça. Un livre à la fois passionnant et terrifiant. On peut le dire, j'ai appris plein de trucs sur les champignons. Mais je voudrais d'abord revenir sur le style. Tu as choisi d'aborder la question qui est très très vaste des champignons par la fiction. Pourquoi ce choix ? Parce que ça me rassurait. Ouais. Parce que je ne suis pas mycologue, spécialiste des champignons. Et j'avais un espèce de sentiment d'imposteur un peu. Pourquoi j'écris un livre de champignons alors que je ne travaille pas sur les champignons? Et je me suis dit, si je fais une fiction, c'est un petit peu si je fais de la science-fiction. Je ne suis pas obligée d'être spécialiste. Et en fait, ça m'a rendu en fait, l'écriture bien plus agréable, même si j'ai eu beaucoup de livres sur les champignons pour écrire ce livre-là. Alors c'est une fiction, mais tout est vrai, évidemment, tout est documentier, c'est juste le cadre qui est une fiction. Oui, c'est ça. C'est un concert
quelqu'un est affecté par un champignon. Le champignon prend le contrôle de son cerveau, on peut le dire. Et ça, je vais pas tout spoiler, je vais pas tout raconter, mais c'est une inspiration d'une série qui s'appelle The Last of Us, que peut-être certains d'entre vous ont vu. C'est une série que tu as aimée, toi, qui t'a donné envie de... Pour raconter l'histoire, je suis dans le train, je reçois un appel de Mathieu Vidard, avec qui j'avais déjà travaillé sur un projet de livre sur l'Odyssée des fourmis. Et il me dit « Waouh, t'as vu la série Last of Us, c'est incroyable, il faut que tu écrives un livre là-dessus. » Ah oui, carrément, et donc, ambitieux. Il savait que je travaillais en fait sur l'interaction champignon-fourmi à l'époque. Et je lui dis, je sais pas s'il y a un bouquin à faire sur Cordyceps. Et puis je lui dis, si tu veux, par contre, je peux faire un livre sur tous les champignons. Ah oui, tous les champignons parasites, parce que je me dis, là, ça va être intéressant, parce que l'histoire évolutive des champignons, elle naît dans le parasitisme. Au départ, il y a 1 milliard d'années, tous les champignons, c'était des parasites. Il n'y avait pas de Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est un parasite? Alors, un parasite... Pascal Pro. Oui, voilà. On a ça, cette image en tête. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Quelle est la définition scientifique? Alors, beaucoup vont se reconnaître là-dedans. C'est un organisme qui vit aux dépens des autres, mais qui Pascal vit... Pro. Voilà. Oui, ça correspond bien. Et qui vit dans ou sur son hôte. D'accord. Et alors, toi, tu es passé par le prisme des fourmis, toujours ces fourmis qu'on retrouve. Ouais. Donc, les fourmis ont des champignons. Ouais, elles en ont pas mal, en fait. Et donc, elles se font des fois zombifier. Par des champignons. Et c'est ce qui a donné en fait l'idée au jeu vidéo de Last of Us, parce que c'est un jeu vidéo à la base. Et le créateur du jeu vidéo, il avait vu un documentaire de la BBC de David Attenborough. Et il avait vu en fait ce champignon sortir derrière la tête de la fourmi. Il a dit c'est incroyable, je vais en faire un jeu vidéo. Donc alors attends, là on parle de la sortie, mais comment il rentre le champignon dans la fourmi? Alors c'est une petite spore au départ, donc c'est une toute petite poussière qui se met sur la cuticule, donc la carapace de la fourmi. Et là, elle va rentrer à l'intérieur, elle va germer, elle va rentrer à l'intérieur, et là, elle va se multiplier. Et au départ, la fourmi, elle y voit que du feu, continue son job de récolteuse. Et puis, à un moment donné, on commence à comprendre qu'il y a un souci parce qu'elle passe une journée où elle ne sort plus du tout. Puis après, on a une phase d'hyperactivité où là, par contre, elle fait que rentrer-sortir, mais sans rien faire, sans rien ramener. En gros, elle a pris de la cocaïne. Voilà. Ouais. Après, ça ressemble presque plus comme si elle était un peu bourrée parce qu'elle commence à marcher, à tituber, etc. Puis elle monte sur les branches, elle descend, elle monte, elle descend. Elle se tient loin des autres, mais il y a une raison pour ça, c'est que les autres fourmis, elles savent reconnaître une fourmi qui est infectée et elles n'hésiteront pas à la sacrifier pour pas en fait que ça contamine la colonie. Donc elle se tient loin, quoi. Donc elle fait ses montées, ses allées-venues sur les branches comme ça. Et ensuite, au bout d'un moment, le champignon, il prend vraiment, par contre, le contrôle de la fourmi. Et là, il va guider la fourmi à 25 cm de hauteur à peu près pour mordre une brindille pile poil orientée par rapport au soleil pour créer un espèce de microclimat qui est parfait pour le champignon. Donc vraiment, c'est le champignon qui est aux commandes. La fourmi, elle mord la brindille. Et là, le champignon lui sectionne en fait les fibres musculaires pour que les mandibules ne se rouvrent plus. Donc elle est coincée comme ça. Et là, il y a des ifs, donc des filaments mycéliens du champignon qui sortent du thorax, qui la fixent en fait à la tige. Ouais. Et là, elle est fixée. Et là, le champignon, il se réorganise à l'intérieur. Et là, c'est là qu'il forme une espèce de corps fructifère qui sort derrière la nuque des fourmis, qui est 3 fois la longueur de la fourmi. Et il y a un petit coussinet qui se forme à peu près à mi-hauteur, qui lui est une usine à spores qui va balarder des spores. Et les spores, elles vont tomber sur les pistes de récolte des autres fourmis qui passent dessous, qui seront comme ça contaminées. Waouh! Et est-ce que ça s'applaudit? Je ne sais pas si on applaudit le champignon. Non, c'est assez dingo. Comment les fourmis peuvent se prémunir de ça? Est-ce qu'elles arrivent à anticiper, comment on appelle ça, une épidémie, quoi? Alors, certaines fourmis, donc, si elles repèrent une fourmi qui commence à mordre, des fois, elles la sacrifient, elles la coupent en morceaux, elles la mettent bien loin pour pas que... Donc, elles ont, en fait, un système qu'on appelle d'immunité sociale, un système de confinement aussi. Donc, elles communiquent entre elles pour se dire, attention, il y a Chantal qui est en train de devenir zinzin. Je vulgarise vraiment énormément. Parce que Chantal, elles sont bizarres. Je genre les fourmis aussi, oui, pardon, Audrey. Il a pas tort, parce que c'est toutes des femelles, quand même. Ah bon? C'est pour ça que ça se passe bien. Oh là 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 là. Quand je vous avais dit qu'il était féministe. On va y revenir, merci beaucoup. Audrey, on a encore plein de questions à te poser pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure. En revanche, dans ce qui suit, il n'y a rien à piger. Rien du tout, hein. C'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière. Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité, la spécialiste des fourmis, chercheuse au CNRS
Audrey Dussutour. On va continuer à parler science tous ensemble, mais il y a une science sociale que j'apprécie particulièrement, c'est la flippétologie, la science de la panique morale. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué! Oui, sombre semaine parce que je vais vous parler d'élections municipales. Alors ça va peut-être vous crisper un petit peu Toulouse parce que bon, vous êtes quand même la seule ville de gauchistes dirigée par un droitard. Voilà, hein, on peut le dire. C'est vraiment comme si le maire de Jérusalem était charcutier traiteur. Mais là, je vais vous parler du maire de New York. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ouais, vous avez suivi? Ouais, tout le monde a suivi, voilà. Zoran Mamdani qui, comme son nom l'indique, est de gauche. Et ça fait peur. Ça fait peur notamment à Pascal Praud. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Pascal Praud. Non, mais je l'embrasse parce que je sais qu'il nous écoute. Figurez-vous que la semaine dernière, j'ai parlé beaucoup de lui dans ma chronique. Il m'a envoyé un petit message. Alors ça fait plaisir, adorable. Et ben Pascal, là, cette semaine, il est catastrophé. Il est venu, dit-il, à la politique à travers la cause palestinienne. Il condamne le 7 octobre du bout des lèvres, mais condamne aussi Israël, qu'il accuse d'apartheid. État génocidaire, État nazi, dit-il. Oh là, attention, putain. Attention, parce que c'est un profil qui ressemble quand même vachement à un auditeur de Radio Nova. Est-ce que Mamdani s'est radicalisé en écoutant la dernière? On ne sait pas. Est-ce qu'il s'apprête à dire, comme l'a dit si bien Émeric Lomprey? Je ne sais pas non plus. En tout cas, il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est très grave. C'est comme si, par exemple, Mathilde Panot devenait maire de Paris. C'était voilà. Parlez pas de malheur. Non, mais c'est une bonne comparaison pour faire. Je pense qu'il est même pire. Hein. C'est pire que ça. Hein. Et pire que Mathilde Panot sur Europe 1, normalement, c'est une catégorie qui n'existe pas du tout. Hein. Enfin, si, c'est Satan. Il y a Satan directement, mais il n'y a rien entre les deux. Hein. Donc on en est là, et c'est terrifiant. Si vous tendez l'oreille, hein, vous écoutez les médias Bolloré, vous pouvez entendre le scrotum des chroniqueurs de CNews qui se rétractent. Vous avez... Voilà. Parce que c'était pas prévu qu'il y ait ce maire, là, ce nouveau maire à New York. Je vois dans sa biographie, il est également produit comme rappeur dans des stations de métro de New York et comme MC, je sais pas ce que ça veut dire, MC, ça veut dire quoi comme MC, quand on est un MC de hip-hop? C'est quoi un MC? C'est un peu un meneur, c'est un peu voilà, celui qui dirige la cérémonie. La cérémonie de hip-hop. Voilà, c'est un rituel. Non, mais c'est une sorte de rituel vaudou qui envoûte comme ça les gens. On a tous en tête les paroles de hip-hop. Hein. Mon papa à moi est un gangster de MC Louis Sarkozy. Voilà, ce genre de choses. Mais tout ça, ben oui, on peut l'applaudir, Louis. Mais oui, incroyable. C'est à peine croyable. Et tout ça a un impact vraiment sur le réel. Moi, je suis pas bien, je veux le dire. Il y a quelque chose de très inquiétant chez cet homme, c'est qu'il y a deux visages. Vous avez vu, là, il y a un premier visage où il tient des propos assez inquiétants, il n'est pas bien coiffé et tout. Oui. Et quand il est devant les caméras, je suis jeune, je suis musulman, il a un côté tout à fait sémillant. Il y a un peu de taquilla chez cet homme. Il me semble aussi, la taquilla, c'est l'art de la dissimulation. Vous voyez? C'est comme Émeric. Émeric, il a un côté, il arrive, voilà, il a un côté très mal coiffé, il arrive et tout. Et il a un... Non, il a qu'à côté, Émeric. Vraiment, très mauvais exemple. Très mauvais exemple de taquilla. Tu serais nul en taquilla, Émeric. Heureusement, avec Marion Maréchal-Le Pen, tout est limpide. C'est un maire qui est multiculturaliste, qui a des propos très douteux à l'égard des Blancs, puisqu'il veut quasiment mettre en place des taxes sur les Blancs. Des taxes sur les Blancs. Eh oui. Et ça, on n'aimerait pas bien que ça arrive en France, parce que rien qu'autour de la table, bah déjà, et puis dans la salle, voilà, il y a de quoi rembourser 3 fois la dette. Est-ce que Marion Maréchal a surinterprété le programme de Mamdani? On ne sait pas. En tout cas, sur LCI, on a bien analysé ce programme. Mamdani ratisse large tout en sourire et en volonté de faire payer les riches pour assurer une vie paradisiaque aux pauvres. Je rappelle pour les discrets que cette grande idée a souvent fini dans des charniers. Et voilà, on le rappelle. Taxer les riches, charniers, Jean Jaurès et Pinochet, c'est plus ou moins le même projet de vie. On se souvient également du Rwanda qui a été causé par la hausse de l'ISF. C'est vrai qu'il y a un lien. Il y a un lien direct si on revisite bien l'histoire. Et il n'y a pas du tout un lien de cause à effet entre les pauvres qui crèvent et les riches qui se gavent. Allez, bon déni de réalité à toutes et à tous. Merci, Guillaume. Oui, et même bravo. Merci et bravo. Là, c'était bien. Là. Tu me facilites la transition, Guillaume. Pascal Praud, parasite. Et nous sommes donc avec Audrey Dussutour. Non, éthologue, myrmécologue. Donc, les champignons, bon, bah, c'est ta passion. Et avec Guillaume, on était outrés par le fait d'apprendre qu'on a 50% de notre ADN, nous les humains, pas toi, Émeric,
en commun avec... tir gratuit. Oui, Gratos. Si vous voulez, je viens pas la fois prochaine. Donc nous les humains, y compris Émeric, on a 50% de notre ADN en commun avec les champignons. Ouais, avec les cèpes par exemple. Oui. Attends, on a 50% de cèpes dans le corps. Alors, c'est pas tout à fait je suis ça. pas scientifique, mais je crois que c'est pas exactement Finalement, tu avais raison, Julie. Mais comment on l'explique ça? Comment on l'explique? Mais parce qu'en fait, ils ont une origine commune. Ils sont nés d'un ancêtre commun qu'on appelait les Opisthoconta. Et donc, c'était il y a 1,2 milliard d'années. Il faut voir que l'ancêtre des champignons et des animaux, ça ressemblait à un spermatozoïde un petit peu. Une cellule Déjà avec un flagelle. Ouais. Et en fait, ils se sont séparés. Et il y en a un qui a donné la lignée des champignons, la lignée des animaux. Et donc, souvent, on a cru que les champignons étaient des plantes, et en réalité, pas du tout. C'est bien loin, les plantes, des champignons et des animaux. Donc, voilà. Donc on est plus proche d'un... Cèpe que d'un concombre. Voilà. Et basta. Et alors, mais laissez-vous le temps de vous familiariser avec cette idée. C'est très contre-intuitif, mais... Si ça se trouve, c'est très sympa. Mais oui. Juliette, tu avais une question? Non, tu voulais enchaîner sur ces concombres ou pas du tout? Non, sur les parce que moi, concombres, j'en ai ça plein. va. J'en ai plein. J'ai lu également dans ton livre, donc je rappelle, Les champignons de l'apocalypse chez Grasset. Les champignons de l'apocalypse, c'est pas un nom au hasard. Ils détruisent les cultures. 220 milliards d'euros par an, ça coûte, les champignons, les dégâts qu'ils créent dans les cultures? Oui, tout à fait, parce qu'il y a des champignons qui attaquent le blé, qui attaquent le maïs, etc. Et c'est assez impressionnant parce que c'est aussi notre responsabilité à nous, parce qu'on fait de la monoculture. Et quand on fait de la monoculture, en fait, on fait des autoroutes pour les parasites, puisqu'ils ont juste à se déplacer d'un hôte à un autre, à un autre, à un autre. Et du coup, c'est assez, ça devient vite catastrophique. Et quand on s'intéresse un petit peu à ces épidémies dans les cultures, on a aussi quelque chose qui est assez rigolo. Il y a, par exemple, dans les épidémies sur le maïs, j'aime beaucoup cette histoire parce que les Américains, ils sont attaqués par un parasite qui s'appelle Ustilago et qui attaque le maïs, qui fait des déformations, on dirait des tumeurs sur les épis de maïs. Et donc, ils trouvent ça absolument dégoûtant. Ils vont dépenser énormément d'argent, des pesticides, etc., pour tuer ce champignon. Et de l'autre côté de la frontière, les Mexicains, eux, ils injectent le champignon directement dans les épis de maïs parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ces épis de maïs, quand ils sont parasités par un champignon, ça a un goût extraordinaire. Et ça s'appelle le caviar aztèque. Et c'est vraiment, ça a un goût entre la truffe et le popcorn, maïs, champignon, quoi. T'as goûté? T'as déjà goûté? Non, moi non, mais ça m'a donné envie d'en commander. Mais c'est à quelle époque ça, c'est arrivé à quelle époque? Ah, c'est maintenant, ça. Ça, c'est maintenant? Ouais, c'est maintenant que ça arrive. Les Mexicains font en fait ce caviar aztèque pendant que les Américains, juste de l'autre côté, eux, ils luttent à coups de pesticides. Donc la prolifération des champignons, ça a quand même vachement à voir avec la mondialisation et, désolé de le dire, mais le capitalisme. Énormément. Et le titre du livre, c'est un hommage en fait à une épidémie qui a touché les grenouilles. C'est un champignon qui s'appelle Batrachochytridium dendrobatidis, c'est hyper compliqué, on va l'appeler BD. Le BD. BD. Qu'est-ce qu'il fait alors? En fait, donc lui, il a tué énormément de grenouilles, plusieurs millions. Il y a plus de 100 espèces qui ont disparu à cause de ce champignon. Et ce champignon, à l'origine, il vivait en cohabitation plutôt en harmonie, on va dire, avec des grenouilles en Corée. Et à cause du commerce des grenouilles pour les manger, principalement, mais aussi pour les gens qui collectionnent des grenouilles, en fait, ces grenouilles ont été exportées un petit peu partout. Et ça a créé une apocalypse au niveau mondial. Mais vraiment au niveau mondial, on a perdu des espèces extraordinaires de grenouilles qu'on ne reverra jamais plus. Et donc, on s'est dit, bon, on va peut-être retenir une leçon de ça. Et pas du tout. Là, il y a un autre champignon qui vient d'arriver, qui s'attaque aux salamandres. Et pareil, voilà, le commerce international. Il faut savoir qu'en fait, les États-Unis, par exemple, ils importent 25 millions de salamandres par an. Mais pourquoi faire? Parce que les gens les collectionnent, ils trouvent que c'est sympa. Vraiment, c'est juste c'est ça. Parce que les grenouilles, c'est nous, c'est un peu de notre faute, non? Alors, c'est pas les Français qui les mangent Français, le plus de number grenouilles. one, voilà, c'est ça. C'est nous les plus gros. Alors, en réalité, les plus gros importateurs de grenouilles, c'est les Belges. Mais après, ils les exportent et ils nous les donnent à nous. Donc, en réalité, les Français, ils ont dit non, c'est pas nous les plus gros importateurs, c'est les Belges. Mais en réalité, pas du tout, puisque nous, en fait, on les achète aux Belges. On est les plus gros mangeurs de grenouilles. Et alors, il y a... Belges. Les grenouilles ne sont pas belges, les du coup. grenouilles Elles sont pas du tout belges, elles viennent d'Indonésie, Ouais. du Vietnam. Et le problème, c'est par exemple, il y a des gens qui argumentent toujours, ouais, mais c'est pas nous qui mangeons le plus de grenouilles, c'est les Chinois. C'est vrai, les Chinois mangent plus de grenouilles, mais eux, ils ont des fermes où ils élèvent des grenouilles pour les manger. Nous, pas du tout. Nous, on ponctionne les populations sauvages.
toutes les grenouilles qui sont mangées en France, la 80% des grenouilles qui sont mangées sont de populations sauvages. Et donc, on va détruire des populations dans des pays comme le Vietnam, l'Indonésie, etc., pour pouvoir en fait satisfaire nos besoins alimentaires en grenouilles. Bravo la France, bravo, bravo. Merci Audrey, merci beaucoup. On t'écoute, c'est passionnant. Et oui, on peut t'applaudir. C'est passionnant, mais j'ai l'impression que tu nous dis pas tout. Tu nous caches des choses, Audrey. J'ai raison ou j'ai pas raison? Tu as raison. Aymeric. Eh oui, heureusement que tu es là, Aymeric. Voici donc ce que vous ne savez pas sur l'invité et que même l'invité ne sait pas sur elle-même. Breaking news. On vient de l'apprendre à l'instant. Restez avec nous. Oh my fucking god! By Aymeric Lompré. Waouh, 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 waouh. Maël du Sauture, bonjour. Non. Quoi? Non. C'est quoi? Audrey. Audrey. Bonjour. Sachez que je vous admire depuis le début. Depuis le début, je vous écoute et je bois vos paroles, comme dans un livre ouvert. Mais peut-être que je suis admiratif de vous, car je sais quelque chose que personne ne sait ici. Sachez que Audrey, entre 2002 et 2017, a été élue 15 années consécutives la personne la plus gentille de France. Oh, c'est pas vrai! Ah, mais ça, je me doutais, moi. La plus... Bravo. Ah, ouais. Bravo, selon l'IFOP, l'Ipsos, l'EFAP, l'UPSIS, l'Afrobeat et l'URSS. Alors je vois que Pierre est là, il vous regarde avec envie, hein, il dit comment atteindre un tel niveau dans le classement, comment rentrer dans le classement surtout. Juliette se demande si le classement est mixte. Oui Juliette, le classement est mixte. Non. Si, mais le premier homme qui arrive à la 872e place. Et c'est Guillaume Meurice. L'homme le plus gentil. Là, Guillaume regarde avec ses yeux, et cette séquence est-elle bien nécessaire? Ne préférait-on pas quand il donnait les horaires des écluses, le gros? Alors, en 2019, vous perdez votre prix avec cette malheureuse action. Hein, voilà, vous mettez le feu à une fourmilière royale d'Afrique, la dernière dans le monde, tout en criant « J'en ai plein de cul de ces fourmis, ça me saoule !» Oui. Alors, c'est un prix dont j'ignorais l'existence. Alors, comment ça se passe? En fait, vous êtes suivi... C'est pas la chronique principale. Alors, vous êtes pas suivi... la chronique secondaire non plus. Tu dis quand c'est les pubs. Alors, comment ça se passe? Donc, en fait, vous êtes suivi pendant 1 an par un juge qui examine votre comportement. Alors, bien entendu, pour maximiser au mieux un comportement naturel, ce juge est invisible. Ah ouais. Tiens donc. Personne ne peut le voir. Si, c'est un juge invisible. Voilà. Non mais je veux dire, c'est pour qu'elle ait un comportement le plus naturel possible. Ouais, on l'avait. Oui, mais genre par exemple quand t'es avec ta meuf et tout, tu pètes pas ou tu dis tiens je vais lire des livres. Et ben bon voilà. Donc ces juges vous jugent sur plusieurs critères. Alors je vais prendre une année au hasard. En 2019, vous avez remporté le championnat avec 9 points d'empathie, 12 de comportement, 7 de respect et 8 en sport. Ce qui vous fait un total de 34, auquel on ajoute 4 trèfles à 4 feuilles. Alors, ce qui vous fait gagner, voilà, ce qui vous sur la précédente, hein, voilà, la Canadienne Andy McDowell, Johnny McBall, Bill, qui possédait, on le saura plus tard, un dragon en trop. Eh ben. Quelle histoire. Quelle histoire, hein, que... J'ai perdu le fil. À partir du juge invisible, tu peux reprendre. En tout cas, si vous comprenez ce que je dis, faites rien d'autre. Alors attendez. Mais vous croyez que c'est facile d'écrire 2 chroniques? Mais non, mais nous engueule pas. Moi, j'écris 2 chroniques par émission. Hein. Oui. Dans la semaine, j'ai 3 spectacles, 2 émissions de radio, 7 ex qui me demandent la thèse de paternité. Vous voulez que je sois excellent toutes les semaines? Merde, vous cherchez quoi, là? Mon burn-out? Excusez-moi, Maël. Excusez-moi. Audrey. Audrey, toujours Audrey. Il y a tellement de gens. Ah, j'avais pas envie de m'énerver. Tu peux la lire. Mais non, mais c'est du harcèlement, là. Putain, je veux bien que c'est nul. Je fais ce que je peux, j'ai qu'un clown, moi. Hein. En plus, j'ai choisi le clown de VDB, donc...
Hyper fatigant. Putain, merde. Fais chier. Ah, c'est le juge invisible. Oh merde. Oui. Oh non, il y avait un juge. Je serai jamais l'homme le plus gentil du monde. Oh mince. Émeric Lompré, merci beaucoup. Oh là là. C'était à ça de passer devant moi dans le classement. Émeric, merci pour ce travail incroyable. Comme vous n'avez pas voulu de ma chanson tout à l'heure inventée par moi, Chantal Goya, je vous en propose une autre d'Henri Dess, Léon le petit champignon, qui correspondra plus à l'invité. Qui n'existe pas plus que Yuki la petite fourmi. C'est la raison pour laquelle on va plutôt écouter Chilam Balam et Pat Cala en duo dans Par la fenêtre. C'est un vrai titre qui nous donne l'illusion en plus de prolonger un petit peu l'été et ses vibrations. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Émeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Audrey Dussutour, et c'est une autre régionale de l'étape qui nous a rejoint autour de la table. Elle est docteure en biologie, vulgarisatrice scientifique. Elle était déjà avec nous l'année passée quand nous sommes venus faire l'émission à Toulouse, bout du compte, Tania Louis. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler de la plus grande arnaque des sciences modernes. Au moins aussi audacieuse que les députés élus pour faire barrage au RN qui ont contribué à l'adoption du premier texte du RN par l'Assemblée fin octobre. Ce tuto foutage de gueule lucratif vous est proposé par l'édition scientifique. Aujourd'hui, les scientifiques qui veulent faire connaître leurs résultats écrivent un article et le soumettent à un journal spécialisé. Si l'article est considéré comme assez intéressant et sérieux, le journal le publie. Premier conseil pour vous faire des couilles en or, récupérez le fruit du travail des autres et, au lieu de payer pour ça, demandez de l'argent en plus. Oui, ce sont les scientifiques qui payent pour céder leur travail aux journaux. L'ordre de grandeur, c'est 1 000 € par article. Mais ça dépend des disciplines et des journaux, ça peut monter à beaucoup plus. Ça ressemble à du racket, mais ça passe. Alors ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Le boulot des journaux, c'est de réceptionner les manuscrits, les évaluer, puis mettre en forme et diffuser les articles acceptés. Mais conseil numéro 2, ne faites pas votre travail vous-même. Le processus de relecture est confié à des spécialistes du domaine, c'est-à-dire des scientifiques, sur leur temps de travail payé par un autre employeur. Ça, c'est du modèle économique. Étape suivante, facturez ce que vous aurez obtenu. En plus de payer pour publier et de bosser gratos, les scientifiques doivent payer pour accéder aux articles. Plusieurs dizaines d'euros pour un PDF si leur structure n'a pas négocié un abonnement. Astuce bonus, donnez le sentiment d'avoir le choix entre plusieurs alternatives qui vous enrichissent toutes. Certains journaux permettent de publier des articles accessibles gratuitement, mais du coup, ils facturent plus cher aux scientifiques qui fournissent ces articles, jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Soyez créatifs, la fortune sourit aux audacieux. Des journaux demandent ainsi de payer pour avoir des illustrations en couleur. Parce que les pixels colorés sont plus chers, j'imagine. Pourquoi choisir quand on peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul des chercheurs? Enfin, consolidez votre business en vous rendant indispensable. Les articles des scientifiques servent à évaluer leur travail. La pression est telle qu'on dit qu'il faut publier ou périr. Pour être recruté, financé ou promu, il faut le plus de publications possible dans les revues considérées comme les meilleures, qui peuvent donc facturer un max. L'édition scientifique est devenue un marché, dominé par quelques énormes structures. Elsevier, le leader du secteur, a fait environ 1,3 milliard d'euros de bénéfices en 2024, et la recherche française a payé près de 120 millions d'euros aux éditeurs scientifiques en 2020. Ça financerait plus de 2500 ans de prison pour Nicolas Sarkozy. Beaucoup de petits laits pour nous, beaucoup de yaourts pour lui. J'oubliais un conseil important. Pour garantir votre longévité, n'essorez pas trop vite les gens qui vous payent. Le pognon de dingue qui part dans les poches des éditeurs scientifiques, c'est principalement de l'argent public. Et ça ne vous aura pas échappé, à force d'enrichir les riches, la ressource se tarit. Oups. Du coup, dans les labos, les choses bougent. Des comités éditoriaux démissionnent pour protester contre les frais et des universités arrêtent leurs abonnements. De plus en plus d'articles sont déposés sur des sites d'archives gratuites et c'est pratique pour y accéder quand on fait de la vulgarisation. Les sciences sont un bien commun et leur diffusion ne devrait pas être lucrative.
Alors quelques vrais conseils pour finir. Arrêtons d'évaluer les scientifiques sur la base de qui a la plus grosse liste de publications. Inspirons-nous des sciences humaines, où la majorité des revues françaises sont liées à des structures publiques, et nationalisons l'édition scientifique. Parce que c'est un service public, en fait. Merci beaucoup. Merci Tania Louis, dont vous pouvez retrouver le travail sur Internet, notamment une vidéo YouTube qui est sortie il n'y a pas longtemps. Vous tapez Tania Louis dans le moteur de recherche. Merci beaucoup, mais c'est hyper intéressant, notamment parce qu'on n'est pas au courant de ça, nous autres qui ne sommes pas dans la recherche scientifique. Et c'est 120 millions de vos euros tous les ans. Et oui, c'est de l'argent public, c'est un énorme business. Mais alors, pour revenir, pas forcément pour faire un blogage sur lui, mais par exemple un mec comme Didier Raoult, qui se vantait d'avoir, je ne sais plus combien de publications scientifiques. C'est-à-dire qu'il a dû payer pour... Alors, il y a un truc particulier dans le milieu médical, qui est qu'en plus, payer plein d'articles permet de récupérer plein d'argent. Parce que ça fait gagner en notoriété ou ce genre de choses? Il y a un système de points dans le milieu hospitalo-universitaire qui fait que pour les articles publiés, on accumule des points qui nous permettent de récupérer de l'argent. Donc c'est une vraie incitation à multiplier les publications, quitte à manquer un petit peu d'éthique pendant le processus. Ouais. Audrey, c'est quelque chose auquel tu t'es retrouvée confrontée forcément quand tu as voulu publier des choses? Moi, je sélectionne les revues qui sont gratos. Ouais. Parce que personnellement, je n'ai pas assez d'argent dans mon laboratoire pour payer, par exemple, des revues. Ça coûte des fois 4 500 €. Et ça, c'est par exemple le montant qui me sert à payer un Master 2. Donc, à choisir, je préfère payer un étudiant de Master 2. Et tant pis, je vais aller dans une autre revue, parce qu'il y a encore des revues qui sont gratuites. Et c'est vrai que... Elles sont pas genre moins cotées? La revue qu'on entend le plus dans vos domaines de recherche, enfin dans le tien en tout cas, Audrey, c'est Nature. Non, Nature, c'est gratuit. C'est gratuit, d'accord. Mais si on veut aller, par exemple, par exemple, imaginons, on soumet un papier à Nature. Nature nous dit, on ne le prend pas, mais on peut vous le prendre dans Nature Communication, qui est juste en dessous, qui est un super journal. Parce que là, c'est 7 000 €. Ah oui, d'accord. Okay. Et donc là, c'est vrai que le chercheur est hyper tenté, parce que Nature Communication, il sait qu'il va avoir beaucoup de publicité, ça va lui permettre d'avoir d'autres projets, etc. Ouais. Donc c'est un petit peu, c'est vrai que c'est un vrai problème. Et en plus, c'est vrai qu'on fait le travail, puisque moi, je suis éditeur de 3 journaux scientifiques. On fait ça gratuitement. On review les papiers, c'est-à-dire que c'est nous qui corrigeons les papiers. Moi, j'en reçois, je sais pas, 3 à 4 par semaine à corriger. Je ne les fais pas tous, hein, mais on est obligé de le faire, parce que, bien sûr, on est les seuls à pouvoir expertiser certains domaines. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème, et récemment, quand même, nos institutions ont réagi. Et le CNRS demande à tous ces chercheurs de mettre les papiers en accès libre. Alors, on ne peut pas les mettre dans la mise en forme de la revue, puisque le copyright appartient à la revue. Ah oui, mais on peut mettre le fichier Word. Donc, c'est très facile à lire en fichier Word, c'est pareil. Et donc, on met le PDF comme ça, et c'est disponible pour toutes les personnes en France qui veulent consulter ces articles. Et c'est obligatoire maintenant. Okay. Le CNRS l'oblige. Des scientifiques seulement, ou même quelqu'un comme moi, je peux y avoir accès? Ouais. HAL, c'est ouvert à tout le monde. Ça s'appelle HAL, H-A-L. Okay. C'est ouvert à tous. Comme dans 2001 Odyssée de l'espace? Oui. Ouais. Très bien. Vous êtes un peu espiègle. On est un petit peu geek. Eh ben, merci pour ce conseil, en tout cas. Et merci, Tania, d'avoir été avec nous. Tania Louis et Audrey, tu restes avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h. Et puisqu'on parlait de pognon, il va en être question avec la séquence qui suit, puisque la séquence qui suit, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité, l'éthologue, la scientifique, Audrey Dussutour. On va continuer à parler science. On est à Toulouse, ça faut quand même le signaler. Et pourquoi on est à Toulouse? Pour fêter une nouvelle antenne. Vous pouvez nous écouter sur Nova à Toulouse 89.7. Et ça, c'est nouveau. On est venu pour fêter ça ensemble avec vous. Et il est là également, je l'ai dit, notre rochonologue. C'est le spécialiste du bougonnage artistique, discipline qu'il pratique lui-même. C'est Pierre-Emmanuel Barré. Merci. Ouais. Merci beaucoup, merci. Merci, merci. Merci, merci. Ça va, tout le monde va bien? Personne n'a été violé par la police aujourd'hui? Je demande juste, il semblerait que ce soit des choses qui arrivent. Cette semaine, 2 policiers de Bobigny ont été mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravée sur une femme détenue en cellule. Et en septembre, c'était un agent marseillais qui avait pénétré digitalement
je fais des guillemets, hein, naturellement. Ça n'est pas un mime, bien entendu. Bon, violé, hein, en fait, une touriste anglaise qui a été menottée à l'arrière de sa voiture. Alors, il a reconnu les faits, c'est bien, tout en assurant avoir ensuite aidé la jeune femme à remonter sa culotte par dignité. Un vrai gentleman, donc. Hein, en tout cas, j'aimerais pas être son avocat. Non, mais je m'étais lavé les mains, monsieur le juge. Ta gueule, Jérôme. Alors, évidemment, pas d'amalgame, hein. Not all policemen, but beaucoup quand même. Selon une enquête du média d'investigation Disclose, depuis 2012, il y a eu au moins 429 victimes de violences sexuelles commises par des policiers ou des gendarmes. Je vous rappelle rapidement la différence entre un policier et un gendarme. Il y en a un qui viole en ville, l'autre qui viole à la campagne. Alors, s'il y a des membres des forces de l'ordre qui nous écoutent, petit reminder, votre mission principale, c'est d'assurer la sécurité des personnes, pas de remonter leur culotte quand vous avez fini. Mais rassurez-vous, dans la police, il n'y a pas que des violeurs, il y a aussi des meurtriers. Cocorico, selon l'ONU, c'est nous qu'on a le record européen de décès en garde à vue où, suite à une intervention policière, 30 morts par an en moyenne. Se faire contrôler par la police, c'est plus dangereux que de sauter en parapente. Voire même que de sauter sans le parapente. Et alors, quand ils tuent pas les gardiens de la paix, hein, ils blessent bien. Et c'est pas que par accident. Il n'y a qu'à voir les vidéos sorties par Mediapart et Libération cette semaine, tournées par les gendarmes eux-mêmes pendant la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline en 2023. Vous savez, c'est quand le ministère de l'Intérieur avait mobilisé 3000 hommes pour protéger un trou. Hein, un trou avec même pas d'eau dedans. Un trou, quoi, avec du... un trou. Au final, il y a eu 200 manifestants blessés, dont 40 graves. Et quand on entend ce que disent les gendarmes, les raisons du carnage sont assez limpides. Un petit florilège. Faut leur tirer dans la gueule. Je compte plus le nombre de mecs qu'on a éborgnés. Baisse ton canon, tir tendu. Faut les tuer. En pleine tête, dans les couilles. J'en ai couché au moins 4. Un vrai kiff, même à Counter-Strike. Personne ne prend autant de plaisir à massacrer des inconnus. Ces gros lâches, ils sont bien à l'abri à enchaîner les tirs tendus illégaux à l'arme de guerre sur des militants désarmés. Et à un moment, forcément, il y en a un qui craque. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Trop de bonheur, trop d'émotion. À mon avis, lui, il s'est craché dans le slibard, ça a coulé jusque dans les Rangers, quoi. Mais c'est normal. C'est normal. C'est normal, les flics et les gendarmes, ils adorent les manifs, ça les change. C'est le seul moment de l'année où ils tirent sur autre chose que des Noirs et des Arabes. Et alors, il y a un moment magique. Alors, enfin, tragique, mais magique. Il y a un cortège de manifestants tout mignons qui arrivent avec des familles, des enfants, des babos en sarouel, des couronnes de pâquerettes, ambiance champêtre. On est plus sur le public de Trio que sur du Boko Haram. T'as le chef de section qui voit que le danger est réduit. Il dit « On tire pas, hein !» Et là, t'entends « Et le mec fait « Putain, mais ils tirent, ils sont cons ou quoi ?» Mais oui. Mais oui. Et violent en plus. C'est les 2 critères de base pour devenir flic. Et si en plus tu sais compter et que t'as ta carte ORN, tu passes directement brigadier. Non, j'abuse. Une fois, j'ai rencontré un policier de gauche. Si vous aussi, c'est sans doute le même. Alors, d'où vient ce problème de violence récurrente dans la police et la gendarmerie, des agents de terrain, des préfets, du ministère de l'Intérieur, du président de la République? Eh bien, des 4. Hein, parce que si on y réfléchit bien, il suffit qu'il y en ait un des 4 qui refuse la violence pour qu'il n'y ait pas de violence. Malin. Mais le souci, c'est qu'il n'y a jamais un ministre de l'Intérieur qui a réussi à reconnaître l'existence de violences policières généralisées. Et ça ne va pas s'arranger. Parce que le nouveau ministre Laurent Nunez, à propos du carnage à Sainte-Soline, a parlé d'un petit manquement à la déontologie et de gestes qui pourraient ne pas être proportionnés. Après, on ne s'attendait pas à des miracles. C'est l'ancien préfet de Paris. C'est grâce à lui que les ophtalmos parisiens ont triplé leur chiffre d'affaires pendant les Gilets jaunes. À l'époque, déjà, il parlait de suspicion de violence policière. Et ben, de mon côté, il y a de fortes suspicions que Laurent Nunez soit une grosse cuive à pisse. Mais... présomption d'innocence. On attend l'enquête de l'IGPN. Suspense. Non, bien sûr. Non, ils vont pas se réveiller un matin et admettre que ces institutions sont structurellement brutales, racistes et déresponsabilisantes. Mon enquête ira plus vite. Des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout ça en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Merci Pierre-Emmanuel, qu'on retrouve en tournée dans toute la France, au Bataclan, à Paris au printemps, et les chroniques de Saint-Roustan, dans toutes les bonnes librairies et même dans les mauvaises librairies.
où vous pouvez également retrouver le livre de notre invité, Les champignons de l'apocalypse par Audrey Dussutour. ACAB, évidemment, All Cops are Bisounours. Audrey, on parlait de champignons qui prennent le contrôle du cerveau, des fourmis notamment, peut-être pas forcément du cerveau, mais c'était pour faire un lien avec la police. On abrite nous-mêmes en tant que... super vos transitions, par contre. Je suis champion d'Europe de transition. Ah bon On abrite en tant qu'être humain... Bah, je vais faire un portrait. Combien de variétés de champignons on a actuellement là sur nous, Audrey? Alors, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. C'est ce que je voulais t'entendre dire. Quand ça gratte, c'est combien? Est-ce que ça dépend de l'hygiène ou pas du tout? Alors Pas forcément. Pas forcément. C'est rassurant, Aymeric. Oui, pas besoin de prendre 2 douches. Quand même un peu. Alors, on en a sur la tête, tous, là. Tous, 10 millions. 10 millions sur notre tête, là. On a des champignons qui s'appellent Malassezia. Attends, 10 millions. 10 millions de petites levures. D'accord, pas 10 millions d'espèces. Non. En espèces. 10 millions d'espèces, Guillaume. Ouais, non. Tu vois déjà ce que c'est 1 million d'espèces? L'ami là. Oui, c'est 117. Non, en nombre d'espèces, on en a 100 espèces différentes sous les pieds. Ah oui, quand même, on a 40 espèces différentes dans notre bouche. On en abrite pas mal sur notre peau aussi. Mais en termes de biomasse, vraiment, c'est 10 millions sur la tête, 40 millions sur la peau, 4 milliards dans notre tube digestif. Mais ils nous aident ou Ça dépend. Ouais. Ça dépend des fois. Alors, Malassezia, c'est une levure donc, qui vit sur notre peau. C'est ce qu'on appelle un commensal, c'est-à-dire qu'il vit à peu près en harmonie, c'est un colocataire. Et parfois, ce colocataire, il prend ses aises. Et c'est quand on met, par exemple, des crèmes, etc., et que notre peau devient très grasse, Malassezia, il va commencer, comme c'est un champignon qui ne peut pas synthétiser des acides gras, il va commencer vraiment à se multiplier, c'est ce qui donne le pityriasis. Les gens connaissent peut-être, c'est des petites décolorations de la peau, où la peau ne bronze pas. Et ensuite, on a des champignons qui sont plutôt parasites, eux, qui vont créer des mycoses. Alors, les mycoses, les gens, ils disent toujours, j'en ai pas. Moi, j'en ai jamais eu. En fait, Aymeric dit pas ça, Ouais, mais c'est surtout que c'est pas des femmes. Ouais. Alors les femmes, c'est 3 femmes sur 4 qui va avoir une mycose vulvovaginale dans sa vie. Ouais, quand même. Hein. Donc voilà, quand on dit moi jamais. Ouais. Et en termes de mycose de peau, c'est 2 personnes sur 3. Donc en réalité, les gens disent ah, non, mais c'est pas une question d'hygiène, hein, vraiment. C'est que c'est des champignons parasites qui sont kératinophiles, donc qui mangent notre kératine. Et qui se nourrissent de notre peau. Voilà. Incroyable. Et il y en a également, là j'essaie de ramener Aymeric dans l'émission, il y en a également dans la bière, les champignons. Parce que même, carrément, on peut dire, on peut même dire, pas de champignons, pas de bière. Exactement. Et dans chaque bière bue, il y a 5 milliards de levures. J'ai redécroché. Pourtant, je fais le maximum. Après, il est à 40 milliards. 5 milliards de levure. Oui, Juliette? Donc, en fait, les champignons, c'est un peu comme les dieux de l'Antiquité. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Ça dépend des moments. Exactement. En fait, les champignons, c'est les opportunistes. Ils font avec ce qu'ils trouvent. Donc, en fait, les champignons qui nous attaquent et qui créent des infections invasives qui peuvent nous tuer, il y a quand même 3,5 millions de gens par an qui meurent d'infections fongiques. Ce ne sont pas des champignons qui ont évolué pour parasiter l'homme. Ce sont souvent des champignons qui décomposent la matière organique, mais qui, à un moment donné, par hasard, se retrouvent sur un humain et ils font comme ils peuvent. Ils germent là où ils se trouvent. Et donc, par exemple, un des champignons les plus courants, c'est Aspergillus, un champignon du compost. Sauf que nous, quand on aspire des spores d'Aspergillus, donc vous en aspirez à peu près 200 par jour, vos macrophages, vos cellules du système immunitaire dans vos poumons, ils vont les dévorer. Et donc ça va. Mais quelqu'un qui est immunodéprimé, là, le champignon va commencer à se multiplier et c'est là où on a des problèmes. Parce que là, on est en train de respirer des spores de champignons, sans s'en rendre compte. Énormément. 50 à chaque inspiration. 50 à chaque inspiration. Dans n'importe quel endroit, que ce soit un endroit fermé comme ici, ou si on vit près des chèvres naines. Alors, par exemple, de petite taille. Ça va dépendre aussi des saisons. L'été, on en respire beaucoup plus. Si on vit près des composts, énormément, plusieurs milliards dans chaque aspiration. Donc, mais ici, dans une pièce comme ça, c'est une 50aine. Et alors, le champignon, on peut également l'obtenir, j'ai envie de dire, par un autre biais. J'essaie de ramener Aymeric dans l'émission. Le LSD
est un champignon. Alors, c'est un champignon qui produit le LSD. C'est Claviceps purpurea. C'est celui qui est responsable de l'ergotisme. Et au Moyen-Âge, ce champignon, en fait, était responsable de perte de membres. En fait, les gens perdaient des doigts, le nez, les pieds. Et il y avait plein de personnes qui mouraient d'ergotisme. Alors, l'ergotisme, c'est un champignon qui parasite le seigle. Et ça touchait surtout les pauvres, parce que le pain de seigle, c'était toujours donné aux pauvres. Et donc, les gens avaient deux types d'ergotisme, soit gangréneux, donc ils perdaient leurs membres, soit convulsifs, et ils avaient des hallucinations. Et ceci est parce que, en fait, l'ergot du seigle, donc ce champignon, il produit des alcaloïdes. Il produit un vasoconstricteur, ce qui expliquait les amputations. Mais maintenant, à l'heure actuelle, il est... Vasoconstricteur, tu peux nous... On sait tous, Guillaume. Aymeric, il sait, parce que... On avance. On va s'arrêter à tous les mots. Hein. Juste pour moi. Ce qui fait que les vaisseaux sanguins, en fait, se compriment et ne laissent pas passer le sang. Et donc, en fait, vos membres sont plus irrigués. Donc, ils tombent. Ok. Et donc, ce médicament, maintenant, est utilisé pour traiter les migraines, parce que tout est une question de dosage. Et ensuite, c'est l'acide lysergique, qui est le LSD, qui est produit par ce champignon aussi, qui est un hallucinogène. Et en fait, le champignon, à la base, lui, il produit ces alcaloïdes pour ne pas se faire manger par des herbivores. Donc, c'est pour se défendre. Il n'a pas pensé qu'il y aurait des humains, à un moment donné, qui mangeraient cette plante-là. Et voilà. C'était sans compter sur l'imagination des humains. Et t'allais dire d'Aymeric. Hein. Et rapidement, parce qu'on a encore un peu de temps et que cette histoire est complètement folle, est-ce que tu peux nous raconter comment certains champignons attaquent les cigales? Est-ce qu'on a 2 minutes? On a même 3 minutes. Alors ça, c'est mon champignon préféré. Il s'appelle Massospora et il se nourrit des parties génitales des cigales. Voilà. Alors attends, les cigales, quand elles sont là et qu'on les entend, ou quand elles sont dans la terre? Alors quand elles sont dans la terre, en fait, ils parasitent des cigales qu'on appelle cigales périodiques. Ce sont des cigales qui existent qu'aux États-Unis, qui ont un développement larvaire qui dure de 13 à 17 ans dans le sol. Donc c'est très long. Et en fait, quand la nymphe émerge, avant de se métamorphoser en cigale, c'est là où elle attrape des spores dans le sol. Le champignon va rentrer dans la cigale. Au début, il ne fait rien du tout. Et quand il y a la métamorphose, il se dirige à l'extrémité de l'abdomen. Et là, il lui mange les parties génitales. Et là, il gonfle. Et là, du coup, la carapace de la cigale, elle commence à se fragmenter. Et les cigales ont une espèce de bouchon, une espèce de plug cotonneux à la place de leur derrière. Et là, le champignon, il va sécréter des... C'est véridique. Allez voir les images. Hein, si tu as consommé du LSD, là, tu nous le dis. Et là, le champignon, il va sécréter 2 molécules assez intéressantes, des hallucinogènes, à nouveau, et des amphétamines. Du coup, les cigales qui sont... Donc les cigales, elles sont contentes. Sont parasitées, elles souffrent plus, elles ont plus faim, et elles ne pensent qu'à une chose, se reproduire avec les autres cigales. Ah oui. Et donc... C'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce que je savais que ça allait intéresser. Et écoutez de la bonne musique. Et c'est un champignon qui est sexuellement transmissible. Et surtout, il manipule aussi le cerveau du mâle de la cigale. Parce qu'en fait, lors de la reproduction, il faut imaginer que le mâle, il chante. Et quand la femelle est contente du chant, elle clappe un petit peu avec ses ailes, enfin un petit applaudissement. Et du coup, là, ça veut dire pour le mâle, bon, ben, tu peux venir. Eh ben, le mâle parasité, il imite ce petit clap-clap. Donc, il se met en face d'autres mâles et il se fait passer pour une femelle. Le fourbe. Et les cigales, elles y voient que du feu. Déjà, elles sont pas gênées non plus parce qu'il y a quand même un gros truc derrière. Et donc, c'est comme ça que le champignon se transmet par les rapports sexuels. Et les cigales qui attrapent ce champignon par cette voie sexuelle, elles développent un champignon qui est un petit peu différent. Celui-ci, il rentre dans l'abdomen et là, il détruit tout. Et en fait, ça forme des spores qui sont très friables, en fait, vraiment une masse friable. Et là, il y a la carapace qui vraiment se déchire. Et là, toutes les spores, elles tombent comme un canadair. Et là, elles vont tomber au sol pour parasiter les cigales qui vont émerger 17 ans plus tard. Merci beaucoup, Audrey, en vous souhaitant d'agréables cauchemars. Comment je vais faire la transition avec ce qui suit? Avec ce qui suit, qui est tout à fait formidable aussi. Parce qu'il y en a une qui s'intéresse aux petites bêtes. Les petites bêtes que sont les humains. Et qui va même la chercher, cette petite bête, dans les histoires qu'ils se racontent, les humains. C'est qui? C'est Juliette Arnaud. Je nous fais chialer, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fais chialer tout le temps. Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Non.
savez ce que c'est la phrase la plus agaçante à entendre quand vous êtes dans la mouise? C'est quelqu'un qui vous regarde et qui d'un ton doucereux vous dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est de La Fontaine, cette phrase. Bon, à côté de ça, il a tout juste. Mais là, sur cette phrase-là, je lui en veux beaucoup. Parce que cette phrase, elle équivaut à « C'est peut-être pas de ta faute si t'es tombé dans cette mare de merde, mais si tu trouves les moyens de pas t'y noyer, eh ben, je te filerai une serviette pour te sécher. » Maintenant, imaginez que vous accompagnez au quotidien un membre malade ou handicapé de votre entourage, genre tous les jours, eh ben, vous êtes donc à ce qu'on appelle un ou une aidante. Cette phrase, quand on vous l'a dit, elle peut vous conduire à envisager le meurtre à la petite cuillère. Il y a un personnage porteuse de handicap lourd dans le film Coup de foudre à Notting Hill de Roger Mitchell de 1999. Le héros dans le film, Hugh Grant, a la chance, en sus d'être amoureux de Julia Roberts, d'avoir un chouette groupe d'amis dans lequel il y a le personnage de Bella, qui est dans un fauteuil roulant, elle explique ça dans le film, depuis 18 mois et pour toujours. Et son mari, à Bella, eh ben c'est une licorne. Déjà parmi les aidants, qui sont en majorité des aidantes, que ce soit en EHPAD, en hôpital, en psy en général, licorne parce qu'il ne s'est pas barré au moment de l'accident de sa femme. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Une femme a 6 fois plus de chances d'être quittée à l'annonce d'un cancer, par exemple. C'est également une licorne parce qu'il cuisine, il rit avec elle, il la porte dans l'escalier qui va à leur chambre. Et quand arrive la scène où Hugh Grant doit traverser Londres pour tenter de récupérer la femme qu'il aime, Julia Roberts quand même, ça se joue à 2 minutes, il faut faire fissa. Ils montent tous dans une voiture. Évidemment, Bella est dans son fauteuil, donc elle reste sur le trottoir. Et le mari de Bella qui conduit, il dit « Non, on laisse pas bébé dans son coin. » Non, alors il dit pas ça parce que c'est pas le même film. Il dit on ne part pas sans Bella. Et là, il sort, alors qu'ils sont vraiment super à la bourre. Il sort, il la prend dans ses bras, il la met à la place du mort. Bon, il fout le fauteuil dans le coffre, et là seulement, ils partent. Et c'est pour ce genre de scène que j'aime les comédies romantiques et que j'aime les licornes. Mais en vérité, moi, ce que je préfère, c'est les poneys. De bataille, bien sûr, mais les poneys et les ponettes en général. Et l'héroïne du livre écrit par Nadège Erika, ce refrain qui te plaît, Cora, elle appartient symboliquement à cette famille que je chéris, les poneys. Elle en a le charme, elle en a la drôlerie, elle en a la capacité d'entêtement. Un poney, ça passe partout, ça a le pied sûr, et vaut mieux, parce que Cora est une aidante qui en bave. Et c'est ça l'histoire du livre. Elle est éducatrice spécialisée, comme l'autrice. Elle bosse donc dans le social, les premiers de cordée, tout ça, les gens qu'on applaudissait il y a longtemps, avec un enfant adulte à charge. Elle est famille monoparentale, elle n'a pas de rond, elle n'a pas de réseau, et les psys qui ne savent pas poser un diagnostic définitif sur la maladie psychiatrique de son fils bouffé d'addiction, elle l'aime, c'est pas la question, c'est acquis, c'est prouvé, mais comme elle l'écrit frontalement, c'est vrai quoi, ça ne me fait plus rêver d'avoir des gamins. La maternité ne m'a pas fait bonne impression. Un gamin de 25 ans, donc, qui depuis des années alterne entre le studio de sa maman, la rue, les urgences psychiatriques. C'est épuisant. Et on la lit, Cora, s'épuiser, se relever, tomber, se fâcher, ne plus en pouvoir, poursuivre le parcours d'obstacles. Cora est un parent aidant, mère, alors c'est la double peine. C'est toujours la faute des mères. Elle l'écrit, ça, Nadège Erika, c'est peut-être les mères qui ont des problèmes, pourtant c'est les mères que l'on appelle et c'est les mères que l'on juge. Il est dément, le parcours d'obstacles de Cora. On a l'impression qu'elle a les yeux bandés et une main dans le dos. Alors nous, on la lit, on a le souffle court et on a à peine rasséréné lorsqu'un psy, enfin, lui ordonne « Pensez à vous, dans votre situation, personne d'autre ne le fera. » De sorte que sur ma pierre tombale, faites inscrire, s'il vous plaît, après une vie de choix erratique, elle avait fini par voir la lumière et filer le prix Goncourt à Nadège Erika. Juliette Arnaud. Merci Juliette. Merci beaucoup. On se retrouve en podcast comme toutes les chroniques de l'émission et l'émission en intégralité sur YouTube. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne YouTube de Radio Nova. Je ne saurais que trop vous conseiller l'émission Le Score également avec Charline Roux tous les jours à 18h30. Cette semaine, elle reçoit entre autres Augustin Trapenard, Bianca Del Rio, Benjamin Laverne et Éric Ciotti. C'était pour voir si vous suiviez une seule de ces propositions. Benjamin Laverne. Ah, je vous laisse jouer pendant le temps qui suit, puisque le temps qui suit ne sera pas très intéressant, sauf s'il y a de la pub pour l'émission d'Emeric. C'est la publicité. Ah ouais. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Emeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, notre invité Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS. On est toujours en direct de la Halle aux Grains à Toulouse. Toulouse est avec nous. Il est 19h44.
Il est l'heure de notre séquence l'invité de l'invité. C'est Audrey qui a choisi de nous présenter Didier Barret. Salut Didier. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Ça va bien, merci. Impeccable. Alors Didier, tu es astrophysicien. Oui. Ça déjà bravo, on aurait envie de te dire. Ouais. Et tu es président, fondateur de l'association Les Étoiles brillent pour tous. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement quel est le but de l'association et puis comment tu as eu l'idée de la créer? C'est toi qui es à l'origine. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de présenter cette association. C'est Audrey qui a choisi. Magnifique, Ah, Audrey. oui. Bon, moi, j'ai pas de mycose, donc... C'était pas vraiment ma question, Didier, mais on est content de le savoir. On y revient. Non, cette association a été fondée en 2004. C'est par un collectif de chercheurs qui avait pour ambition d'amener la culture scientifique vers les publics les exclus, généralement des canaux classiques de la communication scientifique. Donc ça inclut les personnes en situation de handicap, les détenus, les personnes dans les maisons de retraite, avec des publics qui ne me font pas penser exactement à ceux de Radio Nova, hein, beaucoup plus calme. Et on voit. Beaucoup plus calme. Oui, oui. Et en fait, tous les publics qui n'ont pas accès à la culture scientifique, l'idée c'était que les scientifiques viennent partager avec eux leurs connaissances, puis ils leur fassent passer un petit moment sympa, en parlant de choses autour de la science, mais pas que autour de la science. Quelquefois, on avait des publics un peu expiègles qui me considéraient quelquefois comme astrologue. Il fallait fallait que je leur prédise leur avenir. Je savais pas trop quoi leur dire d'autre qu'ils allaient mourir. T'as spoilé la fin de l'histoire. Même moi, j'étais pas au courant. Ah bah oui, c'est un peu ça. Bon, mais c'était des publics très sympas. En général. Et cette association, c'est un collectif de chercheurs fait à peu près une centaine d'animations par an. Donc ça peut être des conférences, des expositions, des sorties. Ça peut être dans les écoles aussi? C'est dans les écoles. Ouais. Donc vous faites de l'observation? Voilà, on peut aller. On a sorti un groupe de détenus au Pic du Midi, à l'Observatoire du Pic du Midi. Okay. Voilà, et c'était un grand moment parce que, évidemment, des détenus qui purgeaient des longues peines, du jour au lendemain, sortir de prison, se retrouver au Pic du Midi alors qu'ils avaient passé 13 ans dans une cellule, c'était un peu un choc et c'était des grands moments qu'on a vécu. Parce que c'est aussi bien pour nous, hein, ça amène le chercheur au cœur de la cité et puis ça nous fait rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans nos milieux un peu privilégiés de chercheurs. C'était un peu l'objectif aussi de ramener le chercheur au cœur de la cité. Et alors, c'est peut-être la réponse à ma question d'après, mais quel est le public le plus attentif? Est-ce que c'est les enfants, les personnes âgées, les détenus? En fait, les enfants très jeunes et les personnes âgées, en fait, c'est à peu près le même public. Personnes âgées. Ah ouais, mais c'est pas très étonnant. Ouais. On fait les mêmes blagues et ça marche pareil. Ouais, ça sent le caca dans les deux cas aussi, quoi. On l'avait. Oh, on l'avait. Ah, nous, on fait pas trop jeunes quand même. On fait pas les couches. Donc. Mais en fait, en EHPAD, c'est le problème de l'EHPAD. On y sera tous un jour. Je vous souhaite le plus tard possible. C'est que les gens sont quand même relativement endormis. Alors, on donne des conférences. On n'a pas beaucoup d'interaction avec le public. Le public se réveille quand le jardinier passe le rotophile autour de la salle, donc là ça va bien. Mais en fait, tous les publics sont attachants et en fait, on se rend compte que la science est un vecteur pour passer un bon moment. Ouais. Et puis surtout les extraire du lieu dans lequel ils sont et puis les extraire souvent de la solitude, de la souffrance, parce qu'il y a des gens qui souffrent. On va aussi dans les hôpitaux, évidemment. Et en fait, on passe un moment, on passe du temps avec eux. Ouais. On le fait bénévolement sur notre temps de travail et on le fait juste dans l'intérêt de... Voilà, on dit toujours que la démocratie nécessite le partage du savoir. Je pense que c'est peu ce qu'on... Ah bah oui. Ouais, Juliette, tu avais une question? Juliette. Oui, souvent les gens... Bon là, en fait, je parle de moi. J'ai du mal à écouter... je me dis que je vais rien comprendre et c'est ce qui peut me tenir parfois éloigné, moi, de la chose scientifique en général. Quel est le public, que ce soit les gens âgés ou les enfants ou les détenus, vous avez l'impression que c'est quel public qui a le moins ce type de barrière et qui peut plus facilement rentrer dans ce que vous avez à leur raconter? Mais étrangement, peut-être ça pourrait vous paraître un peu bizarre, mais
les détenus sont des gens qui sont très, très interactifs. Quand on rencontre les détenus, on se rend compte qu'ils ont des préoccupations et des questions qui sont les mêmes que nous. Donc, notre discours porte. Ça, c'est un public, en fait, commun, hein, pas tout à fait celui de Radio Nova, un peu quand même. Ah bon, on doit être écouté un peu en prison. Hein. Ouais, mais j'y D'ailleurs, on salue Nicolas. Ouais. Non, il n'y est plus. Ah, il n'y est plus. Il est plus en prison. Il est sorti? Ah non, c'était une blague. Ah ok, non, il y a encore. Mais Sarkozy au pic du midi. Nul tes blagues. Pardon Didier. C'est lui qui les écrit en plus. Comme on a fait des émules à Paris, il y a peut-être des scientifiques qui vont aller donner des confs à la prison ou à Sarkozy. Vous leur conseillez en général aux scientifiques de se rendre en prison? Il faut parce que c'est un public qu'on pourrait juger très vite, très mal, et aller les rencontrer, c'est intéressant aussi parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont un peu paumés, ils gardent quand même la curiosité, c'est-à-dire ils nous posent des questions. Moi j'étudie, je fais du décryptage de l'astrophysique des trous noirs, ça pourrait peut-être vous intéresser éventuellement. Ouais. On en a déjà parlé, on a eu Pauline Zarouk comme invitée, qui est cosmologiste. Je savais qu'Emeric Emeric, oui. Ah, les trous noirs, moi, c'est les champignons. Champignons et trous noirs. C'est pour ça qu'ils restent dans l'émission, hein. C'est parce qu'on a des thématiques de temps en temps un peu comme ça. Voilà, donc... et donc tu les... il me pose des questions très pertinentes. Qu'est-ce qui reste à découvrir? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous venez nous voir? Ah oui, il vous demande ça. Ah ben oui, pourquoi vous venez? parce que et Audrey, et d'ailleurs je tiens à remercier Audrey, je suis la pièce rapportée de cette émission, vous l'avez compris. Mais non, t'es l'invité de l'invité, t'es une séquence importante, voilà. Clé de voûte de l'émission. Mais Audrey participe à l'association Les Étoiles brillent pour tous, et elle a donné des conférences en prison, elle me racontait que c'était une de ses plus belles expériences, elle pourrait vous en parler. Eh ben, c'est parfait. C'est la curiosité. Merci, en tout cas. Merci à vous deux. Et merci Didier Barret. Je rappelle donc l'association Les Étoiles brillent pour tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et bravo pour ce que tu fais. Merci. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit peu de Zikmu, comme disent les jeunes, bien sûr. Alors, j'ai bien pigé que mes choix vous plaisent pas trop, mais je me dis, on est à Toulouse, donc je dirais les Chevaliers du Fiel. Je te prendrai nu dans... Non, tu vois, c'est pas le bon public. Didier, t'avais raison, il faut vraiment mieux cibler, je pense. Non, on va plutôt écouter, on va repartir en 1998. Et non, c'est pas pour la Coupe du Monde, on n'a rien à se tirer de la Coupe du Monde. C'était l'époque où Lauryn Hill sortait son premier album solo, The Miss Education of Lauryn Hill, premier single doo-wop. Et dans ce creux de féminisme qu'étaient les années 90, croyez-moi, ça faisait beaucoup de bien. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, Juliette Arnaud, Emeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et notre invitée, l'éthologue, myrmécologue, directrice de recherche au CNRS, Audrey Dussutour. Et elle aussi, elle est directrice de recherche au CNRS, le centre de neutralisation des roubignoles en surconfiance. Florence Mendez. Avant de commencer, une question essentielle. Est-ce qu'un pédophile qui envoie une photo d'enfant, on peut appeler ça une kid pic? Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bon, hier, j'appelle Guillaume Meurice et je lui propose d'aller boire un verre, ce à quoi il me répond « Je peux pas, j'ai pogrom ». Bon. Enfin. Plus sérieusement, hein, Guillaume vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, 9 novembre, c'est l'anniversaire de Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven, quand il se branle, c'est pas du sperme qui sort, c'est un bouquin. C'est aussi la journée de lutte contre le fascisme et l'antisémitisme. Figurez-vous, on commémore notamment la tristement célèbre Nuit de Cristal. Fascisme et antisémitisme, car oui, les deux vont souvent de pair. Je pense par exemple à Giorgia Meloni, qui a critiqué les voyages scolaires à Auschwitz, qui selon elle associe l'antisémitisme à l'extrême droite. Voilà. Non, elle a raison, Giorgia. #NotAllNazi. Ok, bon. Je précise que j'ai rien contre les Italiens en général. Je sais qu'il y a plein de gens bien qui n'ont rien à se reprocher. Quand on dit que l'Italie compte 59 millions d'habitants, évidemment, c'est pas 59 millions d'Harry habitants. Vous avez vu ce qu'il a dit, ce trou de balle? Vous avez vu qu'il pardonnait sa victime? Non mais putain, il me pendait-le par les coups, pardon.
C'est pareil en France, l'extrême droite essaye de nous faire croire qu'elle est l'amie des Juifs. Alors je rappelle que le RN est un parti fondé par des anciens SS. Alors ok, avant c'était le FN, mais il n'y a que le nom qui a changé. Imagine, t'as un gosse de 10 ans, il suffit pas que Jean-Marc Morandini prenne comme pseudo Super Nanny pour que tu lui fasses confiance pour le babysitting. C'est fou de se dire qu'aujourd'hui, certains juifs en France s'allient avec des fachos. Après, du côté des fachos, je comprends le move. Au moins, quand faudra aller les chercher, ils auront déjà leurs adresses. Parce que... Parce que quand l'extrême droite en aura fini avec les musulmans, les juifs seront à nouveau les premiers sur la liste et ce sera pas celle de Schindler, d'accord? Alors, le symbole de cette inconscience, c'est Arno Klarsfeld. Le mec est fils de célèbres chasseurs de nazis et malgré tout, il dit qu'il faut voter RN. On dirait Emmerich qui se rend de lui-même dans un commissariat pour réclamer un test salivaire. Vraiment... Et je suis sûre que l'extrême droite pourra à nouveau compter sur les flics. Ils sont tellement cons qu'ils sont capables de gazer des manifestants lors d'une marche en mémoire des victimes de l'Holocauste. Bon. Alors l'antisémitisme existe encore en France, de tous les côtés de l'échiquier politique, on ne peut pas le nier. Et pitié, arrêtez d'idolâtrer Dieudonné, il est antisémite, c'est plus de l'humour depuis longtemps, c'est plus des spectacles, c'est des one-man shows. Le mec, il a tellement vrillé, c'est plus un artiste, c'est une mèche de perceuse, voilà, une perceuse Bosch, évidemment. Pareil pour son pote Soral, complètement négationniste. Bientôt, il va nous dire qu'en 39, c'est les Juifs qui avaient le pouvoir. La preuve, ils avaient des badges de shérif. Voilà. Mais le mieux niveau antisémitisme ces derniers temps, c'est l'avocat de Meyer Habib. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Il a déclaré publiquement, et je cite, « Meyer Habib a beau être juif, c'est un être humain. » Voilà. La violence. Quand je pense que Meyer Habib le paye minimum 500 balles de l'heure pour se faire humilier en public. Comme quoi, ce gros clown, il n'y a pas qu'à Netanyahou qu'il est soumis. Meyer Habib, c'est la seule personne dont le prénom sonne comme un antonyme. Meyer, la blague. C'est un des pires, c'est comme si Darmanin s'était appelé Innocent. Ou que j'avais appelé mon fils Désiré. Bon. Bon, il y a évidemment de l'antisémitisme et on doit lutter contre. Voilà, je pense notamment à ce gars qui, dans des toilettes publiques, avait dessiné une croix gammée avec ses excréments. Voilà. Remarquez, dessiner une croix gammée avec de la merde, c'est aussi cohérent que d'écrire parce que c'est notre projet avec de la vaseline. Et puis bien sûr, il y a ceux qui instrumentalisent l'antisémitisme pour empêcher toute critique d'eux-mêmes ou du gouvernement israélien. Il y a Eindhoven, dont on parlait plus tôt, mais aussi BHL ou encore Finkielkraut. Je rêve qu'on les enferme tous les trois dans une villa, on les filme H24 juste pour les regarder dire des trucs débiles. Une émission de télé-réalité avec des philosophes complètement cons, on appellerait ça Socrate Story. Alors, critiquer une personne juive, c'est pas forcément antisémite. Si par exemple, je dis parce qu'il est juif, Carrie Habitant est radin, c'est antisémite. Si par contre, je dis qu'il est une crevure, une raclure, un sac à merde, un gros plein de sperme, un manche à couilles, une éponge à vomi, un bol de chure, une poche à pu, une flaque de pisse, un ragoût de fion, et que le rabbin qui l'a circoncis aurait dû lui couper pas juste un bout, mais toute la bite, c'est pas antisémite, c'est vrai. Je suis sûre qu'il me pardonnera. Bon. Bref, arrêtez avec l'antisémitisme, même et surtout pour défendre la Palestine. Il y a des tas d'associations juives décoloniales qui se battent pour les Palestiniens. Et arrêtez aussi avec l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Vouloir la liberté d'un peuple, ce n'est pas en haïr un autre. Quant aux mecs du style Arno Klarsfeld, qui pensent qu'on peut s'allier avec des salauds qui hiérarchisent des humains, je rappelle que c'est un mauvais pari, surtout en tant que juif. À tout moment, ça peut repartir comme en 40 ou en 69. Pourquoi 69 ? Parce que t'es jamais à l'abri que ça te pète à la gueule. Allez. Florence Mendes, merci Florence. Toujours en tournée le 12 novembre à Montpellier, le 21 novembre à Cournon d'Auvergne, le 5 décembre à Grenoble. Et toujours ton roman Accident de personne
que je conseille. On est toujours avec Audrey Dussutour. On a parlé de science depuis 18h. Science. Mais là, on va parler un petit peu de toi. Je crois que Juliette t'a posé en amont de l'émission quelques petites questions. Audrey, je t'ai demandé quel dessin animé, livre, puis dessin animé t'étais resté de l'enfance. Tu m'as répondu Astro, le petit robot, série de manga d'Osamu Tezuka, originellement publiée entre 52 et 68, puis dessin animé que toi tu as vu grâce au Club Dorothée, et qui, à mon sens, est une histoire atroce, puisque ce petit robot n'est pas un garçon, c'est un robot fabriqué pour remplacer un enfant mort par un scientifique, un docteur qui ne saura pas l'aimer, et le refourguera à un cirque. C'est quand même fou ce que les gosses aiment les enfants atroces, y compris toi. Oui, mais ce que j'aime dans Astro... C'est pas l'histoire de Pierre-Emmanuel? C'est comme... Bonne guerre. Il était sage, Il n'avait rien dit. C'est mieux quand c'est gratuit. Je me laisse faire. C'est que Tezuka, il a créé Astro Boy après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, pour réconcilier les gens avec la science et aussi pour redonner un petit peu espoir aux Japonais qui s'étaient fait bombarder. Et Astro, en fait, son histoire, c'est d'essayer de comprendre l'humanité. Et on comprend en regardant ce dessin animé qu'en fait, il est plus humain que nous, puisqu'en fait, il est une version idéalisée de l'humain. Et très vite, on s'aperçoit que c'est lui, la personne qui est empathique, qui est tendre, et finalement, ça met en contraste. En fait, il ne cherche pas à être humain, il cherche à être meilleur que les humains. Donc, j'ai beaucoup aimé, en fait, ce dessin animé, et il a été repris par Urasawa dans Pluto, où là, c'était vraiment... c'était terrible parce que Urasawa, il explique en fait comment Astro se sacrifie, parce que pour ce spoiler, donc plutôt Astro meurt parce qu'en fait il se rend compte en fait que il a compris l'humanité et finalement il se rallie au robot. Ouais. C'est vraiment ça en fait. Il absorbe la colère du robot et puis il s'en va quoi. Il se dit je vous laisse avec vos guerres, etc. Donc j'aime beaucoup ce personnage. Et cette figure, ça t'a suffisamment marqué pour que tu aies un tatouage d'Astro le petit robot. À l'intérieur de ton bras. Je t'ai demandé ensuite quel film t'avait donné envie de devenir une grande personne. Alors tu m'as bien précisé que tu n'étais pas une grande personne. C'est sans doute aussi pour ça que tu es toujours à l'école. Je te dis bravo pour la cohérence. Et quand même, tu m'as cité le film Brasil de Terry Gilliam, 1985, qui est un film de science-fiction qui est ton autre passion dans la vie, mêler la science et la fiction. Encore un point de cohérence pour toi. Brasil, c'est une dystopie totalitaire, industrielle, bureaucratique, hyper consumériste et polluée. Et à l'intérieur, c'est les aventures de Sam Laurie. Qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans qui ait bien pu te donner envie d'être une grande personne ? En fait, justement, j'ai jamais voulu être une grande personne. Et en fait, ce que j'aime dans le personnage de Sam, c'est que il veut pas non plus se faire face à la réalité, et puis il s'enfuit dans son rêve. Et moi, je fais ça un peu au quotidien. C'est pas un côté misanthrope, hein, mais c'est vraiment ce côté où, à un moment donné, notre jardin secret il est à l'intérieur de la tête et que si on a envie que ça aille bien, on peut se renfermer un petit peu à l'intérieur. Et j'aime beaucoup... Comme Pierre-Emmanuel. Voilà. Ouais, il y a vraiment une cohérence. Se créer un petit monde, voilà. C'est chiant d'être harcelé tout le temps. Vous avez un comportement toxique depuis le début, je trouve ça inacceptable. Juliette, voyons voir si le troisième choix... Je t'ai demandé ensuite quel livre te faisait rire et tu m'as répondu depuis toujours Calvin and Hobbes de Bill Watterson. C'est une BD américaine. Eh oui. C'était dans la presse quotidienne, ça a commencé en 1985, moi je connaissais pas, mais donc je suis allée regarder, j'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé l'esprit des Peanuts de Snoopy. Ici c'est la vie d'un petit garçon, Calvin, de son tigre, Hobbes, en peluche, sauf que évidemment Calvin il ne voit pas sa peluche comme une peluche, mais comme un vrai tigre. Mais c'est un vrai tigre. Mais bien sûr c'est un vrai tigre. Philosophe. Et philosophe. Toi, qu'est-ce qui te plaît autant dans ce duo ? Toujours la même chose, c'est la part de l'imaginaire. En fait, Calvin, il lutte contre tout, contre la morale, contre la consommation, etc. Et il se crée un monde exceptionnel, il est hyper drôle. Et le tigre, il est là pour essayer de lui ramener à la réalité, mais lui, il veut pas. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, ça. C'est comme dans Brasil, en fait, ce côté où il faut le laisser. C'est pour ça qu'on veut pas grandir, en réalité. On veut pouvoir toujours imaginer, parce que dans le rêve, en fait, on façonne le monde comme on a envie qu'il soit. Et voilà. Pierre-Emmanuel Comme Pierre-Emmanuel. Eh ben, tu sais quoi, ça m'offre une super transition. Des gens qui fabriquent le monde un petit peu comme ils veulent, un petit peu de manière un peu foutraque, un peu poétique, je ne sais pas. Même si lui, le livre qui a le plus marqué son adolescence, c'est le catalogue de la Redoute. Vous l'avez reconnu, c'est Aymeric Lomprey qui est avec nous. On t'écoute, Aymeric. Oui, allez. On y va.
On y va. On y va. Allez, l'actualité. Là, c'est l'actualité, là. L'actualité est chaude. Elle est chaude. Elle est bouillante, comme la saucisse de Toulouse quand elle sort du four. Impeccable. J'ai adapté pour qu'il soit content. Après, ils sont là. Pichoun, il a bien travaillé sur le sujet, peu cher. Peu cher. Et bientôt, les municipales, et si on voter pour un sac à caca. Non, c'est pas l'esprit, c'est l'esprit. Cette semaine, nous allons parler livres. Oh, sur Amazon. Ah, des fachos. Ah. Ascenseur émotionnel. J'habite à côté de Toulouse. Oh, à Montauban. Hein. Voilà. Non, mais vous croyez quand même pas que j'allais vous faire une chronique littéraire, quoi? Non, mais j'ai lu qu'un livre dans ma vie, donc c'est Candide de Voltaire, en terminale. Mais en phase terminale, quoi. Moi, j'étais sur mon lit d'hôpital, comme ça, je dis arrêtez! Je préfère devenir tout jaune que lire. Bonjour, nous sommes les hospiclowns. Nous faisons rire les enfants dans les hôpitaux. Je vais lire le livre! Et le cassoulet, il est bon le cassoulet? Vous avez vu comment les livres des fachos, là, ils cartonnent en ce moment? C'est Bardella, Zemmour, De Villiers, François-Olivier Gilbert, tous dans les 10 premiers du classement des ventes. Alerte aux intellos! Ça doit être hyper facile d'écrire un livre de facho, je me dis. Bah Bardella, il en a sorti 2 en 1 an. C'est bien que... Non, mais je veux dire... Non, moi, je sais, on a dit pas le physique, mais Bardella, franchement... Il y a les yeux, ils se tiennent la main, quoi. Je te jure, tu te dis jamais, j'espère trop Bardella est dans mon équipe au Trivial Poursuite. Histoire, 632, à Poitiers, les Arabes. J'aurais dû me mettre avec. Merde. Non mais c'est vrai que ça va être hyper facile d'écrire un livre de facho. Ni, c'était mieux avant, ni, la baguette de pain. Et service militaire, la France elle est foutue. Je reconnais pas mon... Reviens Napoléon, reviens. Ça fait 200 ans qu'il est mort, Napoléon. Faut pas te manquer, c'est impossible, c'est mathématique. Tu vois ce que c'est les maths, Bardella? C'est quand je suis pas là 70% du temps au Parlement européen. Voilà. Non mais attends, ils passent leur temps à demander aux Noirs et aux Arabes s'ils aiment la France et ils écrivent des bouquins pour dire qu'ils l'aiment pas. C'est à eux de quitter la France, merde. Allez. Révolution. Tous en Sarwell. Putain, je devrais faire ce qui est écrit, quoi. Oui. Non mais c'est vrai qu'ils aillent vivre dans leur pays de fachos là, avec que les trucs d'avant, quoi. Je vais au travail en calèche. Ah, dans 2 mois, Jean-Marie. Oh non, quoi? Je suis mort du typhus. Après, j'avoue, j'ai pas lu leur bouquin, vraiment. Mais après, je les vois parler, je me dis, ils ont pas chié du Balzac, quoi. C'est sûr, c'est pas possible. Écoutez De Villiers parler, c'est atroce. C'est rare de voir de la salive solide et un cerveau liquide en même temps. Et là... C'est très visuel, là. Alors tout ça, évidemment, c'est financé par Bolloré. Lui, c'est carrément devenu le mécène des fachos. Parce qu'ils ont besoin de mécènes, les fachos, parce que voilà, les bouquins, on gagne pas beaucoup d'argent avec les livres. Hein, toi, Guillaume, je sais que t'en as vendu 7 millions ce mois-ci. Bon, bah ce matin, il était là à la gare de Toulouse. Eh les gars, les copains, j'ai acheté des chocolatines. Et c'est gratuit, c'est offert, hein. Merci, patron. Oh, je reviens, j'ai oublié ma facture. Bolloré, on avance là. Je veux dormir, moi. Bolloré, il dépense des millions pour faire passer ses idées, alors que nous, la gauche, on dépense pas trop d'argent pour faire... Bah, regardez notre émission, tu vois. Le contenu est cool, mais visuellement, on dirait une ZAD. Je te jure. Non, mais t'as déjà vu chez Hanouna, Pascal Pro, un technicien sur scène? C'est pas possible. Lui, il est là, comme ça, avec son rat. Hein, Malo? Non, mais regardez-le. Avec son rat sur l'épaule, il est là. Ce matin, il m'a tutoyé. Non, c'est pas sérieux. Non, mais je veux dire... Après, c'est vrai que quand tes idées sont fausses, ça coûte un peu plus d'argent pour que les gens y croient, quoi. C'est mentir sur les chiffres, l'histoire de France, l'immigration, la sécurité, ça coûte du pognon. De toute façon, mentir, ça coûte de l'argent. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça va tout ça pour ça. Non, mais c'est vrai. Moi, je vois, la dernière fois que j'ai menti, ça m'a coûté 2500 €. Parce qu'en fait, j'avais planqué de la... Oh, le rue de Bille. Oh, Capitole. On descend la Garonne. Merci d'avoir écouté. Émeric Lomprey. Merci beaucoup, Émeric. On peut te retrouver en spectacle un peu partout. Il nous reste quelques minutes dans l'émission. Le temps de poser quelques petites dernières questions à notre invité, Audrey Dussutour.
Pierre-Emmanuel? Oui, Audrey, est-ce que vous nommez vos blobs? Et si oui, est-ce qu'il y en a un qui s'appelle Blob Dylan? Oh, très bonne question. Oui, on les appelle, mais il n'y a pas de blob Dylan. Il n'y a pas de Blob Dylan. Émeric? Est-ce que vous les appelez Orlando Blob? C'est excellent, c'est excellent. Audrey? Non, mais on a Blob Moran contre tout chacun. Blob Moran, excellent. Si tu devais étudier un nouveau parasite, est-ce que tu choisirais Michel Onfray, Raphaël Enthoven, Éric Ciotti? Aucun des trois. Aucun des trois. Non, Juliette n'a pas posé sa question. J'ai mangé quand j'étais petite un petit morceau d'amanite phalloïde et je suis pas morte. Est-ce que j'ai un super pouvoir et je suis pas au courant? Non. Ok. Pierre-Emmanuel alors? Oui. C'est toujours lui. Allez. Est-ce que vous faites exprès de dormir sur votre bras pour avoir des fourmis? Oh! Oui, non. Non. Et Emery? C'est quoi la boisson préférée des blobs? C'est le Bloody Mary? Ah, pas mal. Jus C'est une d'avoine. question, tu dis la réponse en même temps. Ouais, je sais, mais Eh bien, figurez-vous qu'on finit là-dessus. Et c'est bien triste. Merci Audrey Dussotour d'avoir été avec nous pendant 2 heures. Merci beaucoup. Je ne saurais que vous conseiller les champignons de l'apocalypse chez Grasset. Et également moi le blob, lisez tout, écoutez Audrey Dussotour. Merci à ton invité Didier Barret, l'association Les Étoiles brillent pour tous, Florence Mendes, Douli, Tania Louis qui ont été avec nous, toute l'équipe technique de Allograin de Toulouse. Merci les amis pour l'accueil. Merci à Bleu Citron pour la production. Toutes les équipes de Radio Nova, Malo, notre réalisateur avec son rat sur l'épaule, Lucie, Paul à la technique, Frédéric, Mano, Loris, Théo, Ninon, Yona pour la prod, Christian pour la programmation musicale, Colline, Élise, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux, les équipes vidéo, Goodway, Benjamin, Alban, Adrien, notre rédacteur en chef, Ramzi Hassani, et Aymeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien. Bonne lutte contre les vrais parasites qui ne sont pas les champignons mais les actionnaires du CAC 40. Et vivement la dernière.